Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. Merci de nous retrouver pour Parler Cuisine. Aujourd'hui, on vous raconte des salades dans l'épisode 102. Bonjour à toutes et à toutes, au micro c'est Marc et je vous retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Alors aujourd'hui, épisode tout à fait particulier, c'est le printemps. Donc tu as voulu aborder un sujet complètement différent de ce qu'on vient de faire dans les derniers épisodes et tu t'es dit, tiens, j'ai envie de parler de salade. Comme si tu en racontais pas assez comme ça des salades. Ben oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que parler salade, on va aborder toute une série de choses finalement qui ne sont pas très importantes, mais qui font plaisir quand on sait comment on doit les traiter. Mais avant ça, tu avais une petite actualité que tu voulais commenter. Il y a quand même quelques petites nouveautés, hein. Il y a entre autres le fait qu'il y a eu une fameuse intoxication alimentaire il y a quelques jours dans un restaurant étoilé. Alors Où ça? en Espagne, dans un restaurant étoilé à Valence. Alors apparemment, le chef, d'après ce que j'ai vu, est un chef qui n'est pas espagnol, c'est un chef, je pense, allemand. Et quoi, c'était la cuisine spéciale? Ou c'était encore de la cuisine moléculaire ou quoi? Non. C'est de la cuisine qu'on va qualifier maintenant, disons, d'international espagnol, parce qu'en fait, maintenant, beaucoup de cuisiniers qui ont de la notoriété font une cuisine où il y a les plats du terroir qui sont déclinés, mais qui deviennent de plus en plus internationaux. Donc, c'était plus forcément de la cuisine authentique territorialement parlant, même si ce sont des produits locaux qui sont utilisés. Alors apparemment, d'après ce qu'on en dit, mais on en saura un peu plus sans doute après enquête. Donc il y a une personne qui est décédée, une mère de famille, son mari et l'enfant qui ont mangé au même restaurant sont sains et saufs, mais ont été malades également. Et alors il y a 28 autres personnes qui sont passées par la case hôpital parce elles ont été intoxiquées. Alors le restaurant, par prudence, a fermé. Il n'a pas été contraint de fermer, ça c'est important. Donc les autorités sanitaires n'ont pas dit on vous somme de fermer. C'est eux qui ont pris la décision de fermer par prudence pour en savoir un peu plus. Et on est en train de parler un peu de morilles ici. Ah, alors oui. Il a couvert ses morilles quand il les a cuites. Pourtant un cuisinier qui est professionnel devrait savoir ce genre de choses. Maintenant, ce n'est peut-être pas le cas, hein. On raconte ça sur si c'est ce qui est arrivé, c'est encore des gens qui auraient tout à gagner à nous écouter parce que c'est ce que tu as déjà dit plusieurs fois. Maintenant, il y a peut-être une autre astuce qui est le fait d'employer ce qu'on appelle de la fausse morille. Alors ça, j'ai quand même envie d'en parler parce que à l'époque où je travaillais en restauration, c'est un champignon qu'on utilisait, qu'on trouvait d'ailleurs aussi bien à l'état frais, en champignon frais qu'en conserve, hein. On a vendu ce champignon-là pendant très longtemps. Et mon patron n'hésitait pas du tout à employer le nom. C'est ce qu'on appelle des gyromitres, c'est ce qu'on appelle la fausse morille. Alors on reconnaît le gyromitre ou la gyromitre, parce que je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, au fait que c'est un champignon qui ressemble un peu à la morille, mais qui est nettement moins bien dessiné. On dirait plutôt, une cervelle qu'une morille en fait. Oui. Mais bon, malgré tout l'aspect, il y a un pied blanc ou un peu coloré, il y a un chapeau qui peut être brun ou qui parfois est beige ou ocre. C'est un champignon qu'on trouvait en conserve et on n'hésitait pas à intituler les plats telle préparation ou telle viande ou tel poisson au gyromitre tout simplement, et on ne s'en tracassait pas. Et puis quelques années plus tard, ça a le même goût? Non, c'est un peu différent. On ne retrouve pas vraiment le goût de la morille, mais enfin, c'est un champignon qui a quand même des airs de famille. On a déclaré ce champignon-là tout à fait impropre à la consommation parce que sa teneur en toxines était trop élevée. Et le fait même de le cuire n'enlevait pas toutes les toxines. De là, son danger, c'est qu'il continue à rester potentiellement toxique. Alors, il faut savoir, pour le dire en général, que tous les champignons sont toxiques. Et je me suis un jour renseigné en disant, est-ce que le champignon de Paris est toxique, notre bon champignon de couche ou champignon de carrière? Et on m'a dit oui, tous les champignons sont toxiques, mais à des degrés divers. Et il se fait que le champignon de Paris ne l'est quasiment pas. On dirait que ce qui est toxique est quasiment absent. La seule chose, c'est que selon les personnes, notre capacité d'appréhender la toxine n'est pas la même. Vous avez des personnes qui sont tout à fait intolérantes aux champignons, alors que d'autres ne le sont absolument pas. C'est bien la preuve que pour une personne, le champignon sera toxique et pour une autre, il ne le sera pas. Donc, c'est que l'agent, je dirais, c'est un peu comme de l'allergie, l'agent toxique va plutôt incommoder certaines personnes, pas du tout d'autres, et va peut-être même, le cas échéant, en tuer certaines. Consommer des champignons est toujours un risque qu'on prend.
et qu'on doit pouvoir mesurer. Alors je rappelle quand même, puisqu'on parle de la morille, les petites règles qu'il faut appliquer à son utilisation. On trouve la morille sous deux grandes formes, la forme séchée et la forme fraîche. Alors j'ai déjà travaillé de la morille fraîche et j'en ai déjà consommé moi-même et j'ai été déçu parce que je connaissais le goût de la morille traditionnelle mais qu'on retrouve dans la variété séchée. Et quand on utilise la morille fraîche, ce goût-là est, je dirais, très lointain, très dilué. Donc moi je conseille surtout c'est d'acheter de belles morilles séchées, ça c'est une première chose. La deuxième chose, la morille séchée a un avantage, c'est que la toxine en question a tendance à disparaître avec la dessiccation. Donc c'est déjà un bon point. Elle ne disparaît pas forcément totalement, mais le fait de réhydrater la morille et ensuite de la cuisiner permet de la bannir tout à fait du plat. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut atteindre une température d'une 60aine de degrés, puisque cette toxine qui est présente dans la morille est détruite au-delà de cette température-là. Alors quand on fait sauter des morilles qu'on a réhydratées, on les fait sauter dans de la matière grasse, forcément, on détruit la toxine. Mais surtout, c'est une toxine qui est volatile, donc elle s'évapore, elle se dissout dans l'air, je vais dire ça comme ça, donc elle se disperse dans l'air. Mais il faut donc cuire les morilles quand on fait des morilles sautées à découvert. Donc pas question de faire des morilles mijotées ou des morilles braisées, parce qu'à ce moment-là, on garde les toxines qui ne demandent qu'une chose, c'est à s'enfuir du produit. On les garde dans le produit, et si on met un couvercle, les vapeurs ont tendance à retomber sur le produit, sur les morilles qui cuisent. Donc une morille qu'on veut, je dirais, rendre tout à fait saine et tout à fait apte à la consommation, on la fait revenir dans la matière grasse, on la fait sauter, et puis alors on le fait à couvert. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le cas d'une poularde qu'on ferait avec du vin jaune et des morilles, il vaut mieux cuire les morilles séparément et les ajouter au plat, même en cours de cuisson, même au début de la cuisson de la poularde ou du poulet ou du chapon au vin jaune, que de croire qu'il suffirait de mettre les morilles séchées dans la préparation et que l'affaire va être réglée en laissant les morilles se réhydrater dans la sauce. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on fait un poulet au vin jaune, on le couvre, on ne le fait pas à découvert, on le fait souvent dans un plat au four, un plat en terre cuite ou des choses pareilles. Quand tu réhydrates tes champignons, au fond du bol, tu as du sable et de la terre. Ah oui, ben, bien sûr, mais ça c'est encore une autre histoire. C'est vrai que quand on réhydrate des champignons, on a comme ça un jus brun qui est formé, surtout dans le cas des morilles bien entendu. Ce jus-là, il ne faut évidemment pas le jeter, on le filtre. C'est le meilleur, c'est lui qui va donner le goût à la sauce. Oui. On le filtre et on le passe dans un filtre à café ou sur de l'ouate tout simplement. Oui. Petite astuce, si on n'a pas de filtre à café chez soi, on prend de l'ouate. Généralement, on a de l'ouate évidemment qui ne soit pas ou de l'essuie-tout, mais disons que l'ouate c'est plus sain parce qu'en fait l'ouate est censée être vraiment pure. L'essuie-tout c'est quand même du papier dont on sait parfois qu'il y a du papier recyclé dedans. Donc on a des engrais, on a mis des produits chimiques, on a mis des agents blanchissants dans le produit. En principe, le coton hydrophile, le coton, je dirais de pharmacie, c'est un coton qui est très pur et qui est surtout très sain d'un point de vue bactériologique puisqu'il est censé être appliqué sur une plaie. Donc oui. Ça, c'est un coton qui est très sain. On n'est pas obligé de garder l'épaisseur du coton tel qu'il est vendu parce que vous avez déjà remarqué ça, c'est qu'on vend souvent le coton de manière plissée et que généralement il est assez épais. On peut très bien je dirais rendre le feuillet de coton moins épais en le séparant en 2 ou en 3 et c'est encore largement suffisant pour filtrer le jus des morilles. On prend une petite passoire de type disons gros pasté, on le met sur une tasse ou sur un bol, on met une petite couche de 3-4 millimètres de coton, donc doigt de pharmacie dans le fond et on verse le jus bien là-dessus et puis on peut encore après replier ce coton entre les doigts et bien le presser de manière à extraire un maximum de jus et tout ce qui est sable et particules indésirables va donc rester sur le dessus du coton. Voilà, ça c'était pour la petite explication concernant les morilles. Maintenant, on en saura plus. Est-ce que c'était des morilles qui auraient été mal préparées? Est-ce que c'était des morilles qui étaient elles-mêmes contaminées par un agent extérieur? Ça pourrait arriver. Il faut savoir que les morilles, quand on les achète déshydratées, elles sont souvent dans des pots ou dans des sachets. Et vous aurez remarqué, si vous les avez conservées un peu trop longtemps, prends un exemple, vous les conservez quelques mois, 5 mois, 6 mois, même 1 an, parfois vous ne retrouvez plus que de la poudre. Alors comment est-ce qu'on explique ça? On explique ça par le fait qu'il y a encore des insectes qui se trouvent dans les morilles et qui s'en nourrissent, et qui finissent finalement par manger toutes les morilles, donc très très lentement bien entendu. Et ce qu'on retrouve comme poudre, ce sont finalement les déjections de ces insectes en question qui se contentaient de manger les morilles. Donc pas question de cuisiner la poudre, quoi. Ah moi je ne le ferais pas, en tout cas j'éviterais malgré tout, parce que
manger, disons, des choses qui ont déjà été consommées par les insectes, c'est pas trop mon truc. Oui. Bref, on en saura plus. Est-ce que c'était des vraies morilles, est-ce que c'était des fausses morilles? Maintenant, est-ce que c'est un autre agent? Parce que ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que 28 personnes aient été contaminées. Est-ce qu'il y a eu ce soir-là 28 personnes qui ont mangé des morilles? Ou alors il y avait un menu unique, ou alors il y avait ce qu'on appellerait un menu, je dirais le menu du moment, qui fait que quasiment toutes les personnes ont été confrontées aux morilles, je n'en sais rien. Pourquoi ce jour-là, pourquoi pas un autre jour? Moi, ça m'étonnerait un petit peu que ce soit vraiment les morilles qui soient incriminées en tant que produit lui-même, sauf si on a mis un autre produit, comme je l'ai dit, des gyromitres, et qui sont, elles, par contre, toxiques. Mais pour avoir servi des gyromitres pendant, je dirais, quasiment des années, il y a maintenant quand même de cela quelques décennies. C'était au siècle dernier, oui. C'était au siècle dernier en plus. Je ne me souviens pas qu'une seule personne ait été malade avec un plat, en tout cas ça ne m'a jamais été rapporté, avec un plat dans lequel il y avait des gyromitres. J'ai moi-même mangé des gyromitres et je suis toujours là. Donc on en saura plus. Et c'est quoi, tu as le nom du restaurant? Oui, le RIF. Le RIF. J'imagine que ça doit coûter bien cher d'aller manger là-bas. En plus. Oui. Ça vaut la peine, hein? Je suis juste allé voir les photos du restaurant, je n'ai pas regardé quelle était la carte et quelles étaient les préparations ni les prix, je ne m'en suis pas occupé. J'ai simplement ici le nom du restaurant. Alors bon, ben voilà, mais il y a eu d'autres restaurants qui ont eu des soucis, Il y a quand même eu le fameux restaurant El Bouli qui a cessé ses activités. Alors les mauvaises langues disent qu'il a commencé à avoir des intoxications alimentaires à répétition dans son restaurant. Et que plutôt que d'avoir à un moment donné des procès, je dirais, sur le dos et perdre sa réputation, il a préféré fermer en disant, bon ben voilà, il est temps qu'on change de registre. Changer de métier, oui. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Faut être honnête, je ne sais pas s'il a repris un restaurant ou pas. En tout cas, on n'entend plus parler du chef en question. C'était très spectaculaire ce qu'il faisait à l'époque. C'était surtout le fait que c'était de la cuisine moléculaire, En faisant de la cuisine moléculaire, il arrive parfois qu'on jongle un petit peu avec les températures, avec les choses. Il faut dire aussi que plus le produit a été travaillé, il a été texturé, il a été détexturé, il a été moulu, il a été broyé, il y a plein d'histoires. Et plus on chipote un produit, plus on le travaille, plus les risques d'une contamination sont élevés, puisque vous pouvez très bien avoir une machine qui est contaminée, vous allez broyer le produit, vous allez réduire en poudre, et puis je ne sais quoi d'autre. Forcément, plus il y a d'étapes dans une préparation, plus le risque est élevé. Et cependant, El Bouli avait les moyens financiers et en personnel et en ingénieurs. Il travaille avec des ingénieurs en agroalimentaire pour que les choses se passent bien. Et malgré tout, ça se passait parfois mal. Il y a eu le même cas avec le restaurant de Copenhague, là, qui avait été élu meilleur restaurant du monde, où là, on en avait parlé avec Pierre Troisgros. On en a déjà parlé avec Pierre Troisgros. Bon, ben oui, on sert du poisson, je dirais, tiède sur des galets, etc. Bon, allez, on va le dire autrement. Normalement, on ne peut entrer en contact avec un aliment qu'un matériau qui a été testé et qui est approuvé. Alors, ça va, je dirais, de la porcelaine au métal, l'inox, la vaisselle, bien entendu, qui est une vaisselle alimentaire, que ce soit de la porcelaine ou que ce soit de la faïence. Vous avez certains bois qui peuvent entrer en contact avec les aliments. Les feuilles de banane, mon Dieu, feuilles de bananier. Ça se fait, mais c'est pas trop prévu. Bon, même si ça se fait dans certains pays, je dirais que ce n'est pas un aliment qui est testé pour. Non. Je m'explique, la feuille de bananier, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui a des nervures. Qui vous dit que la feuille de bananier n'a pas été traitée aux pesticides? Qui vous dit que la feuille de bananier n'a pas été contaminée par un agent quelconque, ou par un microbe qui se réfugie dans les rainures de la feuille de bananier? Alors, il suffit pas de passer une simple lavette avec de l'eau sur la feuille de bananier pour que la feuille de bananier soit réellement saine. Bon, alors, vous allez chercher des galets au bord de la mer qui sont naturellement poreux. Vous avez beau, je dirais, les laver, peut-être même qu'on les a fait bouillir, je n'en sais rien. Même s'ils ont été sains à un moment donné, le fait qu'ils soient poreux et qu'ils soient manipulés fait que ils sont éventuellement contaminés en surface. Surtout que il suffit de mettre une vinaigrette par-dessus, ça va réagir avec le rocher. Ça peut être le cas aussi, ça peut dégager des substances chimiques inattendues. Le fait que l'acide attaque le calcaire, oui, déjà. Bon, il y a plein de pièges comme ça qu'on ne soupçonne pas. Alors bon, il y a eu la grande mode à un moment donné de servir certains plats sur des ardoises en schiste naturel. Oui. Bon, le schiste naturel, ce sont des feuillets d'argile qui ont été comprimés au cours des temps géologiques, mais qui présentent des petits trous, des trous minuscules dans lesquels les microbes se trouvent. Alors, on a interdit un peu trop vite, je pense, à tort, les planches en bois pour la découpe en cuisine,
en décrétant que seules les planches en nylon pourraient être saines. Il se fait que quand vous avez des coups de couteau dans une planche en nylon, ça fait une grosse trace. C'est un véritable ni à crasse ni à bactéries, et qu'on s'est rendu compte que finalement une vraie planche en bois qu'on lavait soigneusement, qu'on essuyait, qu'on séchait, hein, et qu'on pouvait éventuellement faire tremper avec un petit peu d'eau et d'eau de javel, hein, oui. Ben ça assainissait quand même fameusement la planche. Hein. Tandis qu'une planche en nylon, pour les avoir, bon, je me rappelle quand j'étais en école, pour avoir des planches en nylon, je dirais correctes, avec le temps, elles se colorent. Hein, elles se colorent généralement un petit peu en jaune comme ça. Oui. Même quand on les lave tous les jours correctement, hein, elles finissent par se colorer, à devenir un peu beige, un peu ocre. Alors il y avait des produits spéciaux, hein, et de temps en temps, je dirais toutes les quelques semaines, en tout cas, plusieurs fois par an de toute façon, on mettait ce produit-là dans des grandes bassines avec de l'eau bouillante. On immergeait les planches en question. Elles y restaient toute la nuit. Alors quand vous reveniez le lendemain ou après le week-end, vous aviez une espèce de mousse infâme qui se trouvait à la sortie, enfin au-dessus de l'eau. Hein. On récupérait les planches, on les passait au lave-vaisselle, et là elles étaient redevenues immaculées, blanches comme de la neige, mais à condition d'utiliser des produits canons, des produits décapants, des produits dans lesquels la planche avait trempé pendant plusieurs heures à coup sûr. Hein, donc voilà comment on faisait. Donc l'origine des contaminations, elle peut être variée. Hein. Il suffit par exemple que simplement un membre du personnel, on raconte comme toujours la blague du palmari, mais un membre du personnel ait un doigt infecté ou simplement ait frotté une blessure infectée dans son cou, un bouton. Il s'est gratté un bouton, quoi. Il s'est gratté un bouton avec du pu. Hein, il a le doigt, je dirais, qui contient des bactéries, purulentes, néfastes du temps. Hein, bon. Il a manipulé après, je dirais, la lame d'un couteau qui a contaminé, je ne sais pas moi, hein, des aliments pour 20 personnes en tranchant simplement un magret de canard fumé ou je ne sais quoi. Vous pouvez très bien partir de là. Il faut pas forcément incriminer le produit. Ça peut être aussi une erreur humaine, hein, ou une manipulation qui a été mal faite. Hein. Bon, ben bon appétit si vous passez à table, hein. Sur ces considérations, voilà, ça c'est la première actualité du moment. J'essayais de t'entendre une perche en disant que ces gens-là faisaient du spectaculaire, parce que justement, en termes de spectaculaire, tu voulais nous parler d'une autre actualité. Oui. Dis-moi. L'autre actualité, c'est ce fameux chef boucher turc qui cuisine la viande et qui en a fait une spécialité en ouvrant toute une série de restaurants. Alors il y a eu la grosse polémique de la côte à l'os avec les feuilles d'or, hein, qui coûtent 1 000 €. Bon, ben là, on peut encore en dire beaucoup de choses. A été mangé et partagé sur un réseau social en pleine crise des Gilets jaunes. Et puis on a vu ça. Oui, maintenant, je dirais que c'est faire un mauvais procès à Ribéry, parce que Ribéry, d'une part, ben, il gagne beaucoup d'argent, il a le droit de le dépenser. Comme il veut. Celui qui est jaloux, il peut toujours courir au football derrière un ballon et essayer de gagner la même chose. Donc voilà, ce ne serait quand même pas la première personne qui dépense, je dirais, cher dans un restaurant. Et s'il n'y avait que des gens, si tout le monde pouvait aller au restaurant quand ça coûte cher, ce serait bien. Malheureusement, bon, tout le monde n'a pas le même salaire, mais je trouve quand même que celui qui a beaucoup d'argent et qui le dépense, il fait tourner l'économie. Donc, mon Dieu, c'est pas encore ça qui est dérangeant à mon sens. Ce qui, moi, me dérange un peu plus, c'est un petit peu le cinéma qu'il y a autour de cette fameuse découpe de la viande, de manière un petit peu magistrale comme ça. Et ce, pour plusieurs raisons. On s'en expliquait avant l'émission et je vais essayer de rester très soft. Je trouve que dans la gestuelle, et c'est ce qui attire le client, hein, dans la gestuelle là, il y a pour moi, je ressens, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, je ressens un mépris par rapport au produit. Je n'ai pas dit que le produit était mauvais, je n'ai pas dit que le produit manquait de cuisson. Je dirais que c'est une approche, pour ceux qui veulent regarder la vidéo, je n'en dirai pas beaucoup plus, une approche dédaigneuse du produit. Voilà. Ça m'a beaucoup fait penser à une danse espagnole qu'on appelle le flamenco. Hein, et vous verrez que la gestuelle s'en rapproche pas mal, voire à certaines danses orientales du type danse thaïlandaise aussi, mais surtout au flamenco. Et je rappelle que le flamenco a été créé en Espagne, d'où son nom, pour singer, pour se moquer de l'attitude hautaine que la cour de Charles Quint à son arrivée en Espagne au début du XVIe siècle. Pourquoi on appelle ça le flamenco? Parce que les Flamands, ça reste quand même des gens qu'on connaît bien en Belgique. Hein. Pardon, il était entouré de nobles originaires de Flandre, qui étaient extrêmement hautains par rapport aux Espagnols. Et pour singer ces Flamands hautains qui regardaient... Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Flamands étaient très riches. Les Flamands étaient très riches, les Flamands étaient très suffisants. La Flandre était la région la plus riche d'Europe occidentale et d'Europe, je dirais, peut-être pas du monde, mais en tout cas d'Europe.
Donc il snobait un peu tout le monde. Il snobait un peu tout le monde. Bon, quand vous avez à la fois, si on peut comparer avec maintenant, vous avez à la fois, je dirais, sur un territoire restreint, Wall Street, la bourse de Hong Kong, celle de Shanghai et celle de Londres. Vous avez en même temps, à l'époque, le plus grand port, disons, d'Europe, qui était Bruges dans un premier temps, et puis après qui a été Anvers. Vous aviez les plus grands artistes de l'époque. Vous aviez je dirais le capital mondial qui se donnait rendez-vous à Anvers. Vous aviez les plus beaux tissus qui sortaient des métiers à tisser flamands. Vous aviez la tapisserie, je dirais, de Bruxelles, d'Audenarde, de Malines, qui était achetée et qui était exportée dans le monde entier. Vous aviez les retables Brabançon que toutes les églises d'Europe s'arrachaient. Vous aviez les primitifs flamands qui exposaient, enfin pas qui exposaient, mais qui vendaient leur peinture, je dirais, dans le monde entier. Donc vous aviez vraiment là une région d'une richesse exceptionnelle, comme on n'a plus jamais, en tout cas, on n'a plus jamais retrouvé dans le monde plus tard une si petite superficie sur laquelle il y avait autant d'atouts, autant de richesses, oui, que celle de la Flandre à la fin. C'était quelle époque ça? Mais c'est la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance. Hein. Donc on va dire en gros entre 1450 et 1550. Puis après, les choses ont tourné beaucoup plus mal parce que... Donc l'Espagne venait de découvrir l'Amérique. L'Amérique. Donc ils n'avaient pas encore tiré vraiment les fruits. Non, et alors il faut aussi savoir que la majorité, ça on ne le sait pas toujours, la majorité des galions espagnols qui ramenaient les richesses des Amériques, elles n'allaient pas forcément en Espagne, elles remontaient jusqu'à Anvers, puisqu'Anvers était, je dirais, dans la main de Charles Quint. Donc... le commerce mondial se faisait vraiment sur ce territoire-là. Donc, lorsque Charles Quint est allé à la cour d'Espagne reconnaître ces nouveaux sujets, puisque sa mère étant décrétée folle, et c'est lui qui a co-régné avec elle en réalité. Mais qu'est-ce qui se passait? Il s'est entouré d'une cour flamande, puis il était né à Gand et puis il a été élevé ensuite à Bruxelles. Il parlait à l'origine relativement peu et mal l'espagnol. Bon, il s'est amélioré par la suite. Mais il était donc entouré de gens qui ont snobé véritablement les Espagnols et donc ils ont été mal vus et de là l'origine du mot flamenco. Donc pour revenir à notre histoire de la découpe de la viande, vous verrez que la gestuelle ressemble très fort à certaines passes de la danse du flamenco et j'ai un peu l'impression, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a un peu de dédain vis-à-vis malheureusement de la pauvre bête qui a été tuée et qu'on est en train de cuisiner, qui va être mangée. Voilà. Ceci étant dit, je crois que ce sont vraiment le produit, quoi. Il a l'air d'être. C'est-à-dire que on emploie le mot respect du produit à toutes les sauces maintenant, et ça, je n'aime pas non plus entendre la manière dont certains chefs parlent de respect du produit. Quand vous interrogez actuellement un chef de cuisine qui a un peu de bouteille, un peu d'aura, il va vous dire qu'il respecte le produit. Ben oui. Il respecte le produit, mais ça veut dire quoi respecter le produit, Est-ce que ça veut dire ne pas le broyer, ne pas le découper, ne pas le travailler, ne pas l'associer à autre chose? On dit toujours qu'une bonne cuisine, c'est celle où le produit, où les choses ont le goût de ce que le produit avait. Mais bon sang de bonsoir, il n'y a pas un produit qui était plus, je dirais, détricoté que le cacao. Une mousse au chocolat, ça ressemble quand même de très très loin à la fève de cacao d'origine, qu'on peut quand même être objectif quand même. Oui. C'est la cuisine moléculaire. Avant la cuisine moléculaire, ça date de plusieurs dizaines d'années, la mousse au chocolat. Bon, est-ce que le fait, par exemple, de faire mariner une viande ou un poisson, c'est de manquer de respect au produit? Je n'en sais rien, je ne pense pas. En tout cas, selon mon point de vue, c'est pas ça. Est-ce que le fait de faire mariner du foie gras avec un petit peu de cognac ou d'armagnac avant de le cuire ou du porto, est-ce que c'est de manquer de respect au produit? Je n'irai pas jusque-là non plus. Je dirais que manquer de respect, c'est dans la manière dont on le traite. Je crois qu'il faut traiter le produit avec bienveillance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser et le modifier. Maintenant, j'aurais tendance à dire quand même que quand on a fait de la cuisine moléculaire, on n'a plus trop respecté le produit. Faire une barbe à papa avec des sardines, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux, si je peux employer cette expression-là. Je n'ai pas dit que ça ne valait pas la peine d'essayer, ça ne valait pas la peine de goûter le produit qui était texturé, qui était transformé. Mais là, je pense quand même qu'on a franchi une étape. On est à un niveau artistique. Les gens on est à un niveau artistique, voilà. On est à un niveau artistique, mais on n'est plus à un niveau, disons, alimentaire. On allait dans ce restaurant chez El Bouli, qui était un chef extraordinaire et émérite, bien entendu. Mais on allait pour voir ce qu'il était capable de faire avec quelque chose. Mais est-ce qu'on a un réel intérêt, par exemple, à essayer de faire un jaune d'œuf avec du coulis de petits pois? Voilà. Est-ce que ça a du sens? Maintenant, il m'est arrivé de déguster de la cuisine moléculaire. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vraiment pratiqué parce que c'était pas dans ma formation. J'ai un jour mangé une espèce de jaune d'œuf qui était réalisé
avec du jus de fruits de la passion et il y avait autour une espèce de membrane faite avec de la réglisse. Bon, j'étais un peu sceptique. Bon, l'aspect était super beau, hein, ça je ne peux pas en dire autrement. Et on m'a dit, voilà, vous allez mettre je dirais la bulle carrément, hein, ça avait la taille d'un jaune d'œuf en bouche, et puis vous allez croquer, vous allez ressentir des choses. Effectivement, il y avait une espèce de croûte, un petit peu d'enveloppe un peu gélatineuse que vous pouvez faire éclater. On avait un parfum, on avait des saveurs, on avait des textures, on avait à la fois le fruit de la passion qui s'accordait très très bien avec la réglisse, ce que je n'aurais pas cru au départ. Mais il est évident que ce sont des expériences culinaires. On ne mangera pas, et d'ailleurs la preuve c'est que ça n'existe quasiment plus, cette fameuse cuisine moléculaire, ça a 10 ans et on n'en parle plus. On est revenu quand même aux valeurs sûres. Hein. Il y a des plats qui ne quitteront jamais les cartes. Vous pouvez prendre la choucroute comme plat d'hiver, tout le monde est content d'en manger sur son hiver 1 ou 2 fois. Vous allez prendre le cassoulet quand vous allez à Castelnaudary ou dans la région, vous aimez bien manger un cassoulet même quand il fait 40 degrés à l'ombre. La choucroute, même chose. Et le coq au vin et d'autres plats comme ça, ce sont des valeurs sûres. Bon, vous allez manger des huîtres, qu'elles soient, je dirais, tout à fait naturelles ou qu'elles soient avec un petit peu de jus de citron, du poivre, voire, et ça je ne suis pas contre non plus, une vinaigrette appropriée. Moi, personnellement, je n'ai rien contre. Mais ce sont des valeurs sûres, ce sont des valeurs refuges. Hein. Maintenant, de là à dire, je vais manger, je dirais, une tarte aux huîtres en dessert, je suis moins sûr que ça va marcher. Oui, donc ce cuisinier dont tu parles, c'est Salt Bay. C'est ça. Qui a une ça, c'est son nom de scène, hein, son vrai nom, je pense que c'est autrement encore. Nurset Gökçe. C'est ça, voilà. Je sais pas, c'est un nom turc. Et donc, il fait beaucoup de cinéma autour du service de sa viande. Bon, j'imagine que si tu veux payer 300 € en fait, hein. C'est ça. Tu payes 300 balles pour une côte à l'os. Bon, ouais. Oui, pour le voir découper la côte à l'os et faire avec un sabre et tout comme ça. Ce geste-là, je pense que n'importe qui est capable de le faire à condition d'avoir suffisamment de sens, de sens comique et tout le monde est capable de le faire. Hein, il suffit de répéter. Et donc, quel message tu voulais passer à ce sujet-là ? Je vais dire qu'on est en train de faire une idole et quelqu'un d'extraordinaire de quelqu'un qui doit sa notoriété simplement à une gestuelle au moment de la découpe de la viande, ce qui n'empêche pas qu'il ait des qualités éventuellement en tant que boucher pour choisir les viandes et pour les cuisiner. Mais au départ, je pense que ce personnage, ce monsieur, n'est pas au départ un cuisinier. Et je pense qu'à part cuire ses viandes et les découper, ne lui demandez pas de faire une béarnaise ou ne lui demandez pas de faire certaines choses. Enfin, je n'en sais rien, mais je n'ai pas l'impression il fait que ce soit dans ses corps. Il s'est concentré sur ça, il s'est spécialisé là-dedans, il le fait bien. Et c'est très bien, et il le fait bien, c'est très bien. Pour lui. Mais bien sûr, tout à fait. Mais je vais dire que passer cette notoriété, ce n'est pas, je dirais, les restaurants en question passeront de mode, ce qui n'est pas le cas d'une maison comme Paul Bocuse, qui existe toujours, qui a toujours ses 3 étoiles, par exemple. Hein. Malgré que le recette soit malgré que l'initiateur soit parti, je vais dire, malheureusement. Oui, enfin bon, il y a 10 ans que Paul Bocuse n'exerçait plus réellement le métier non plus, et la maison gardait toujours sa notoriété. Hein, donc, disons quand même que Paul Bocuse a eu la bonne intelligence de se faire, pas conseiller, mais de se faire remplacer par des maîtres cuisiniers, par des premiers ouvriers de France. Hein, et il y en a une ribambelle aussi bien en cuisine qu'en salle, donc forcément, la maison est certainement une de celles qui compte le plus de meilleurs ouvriers de France en France, donc forcément, elle reste toujours ce qu'elle était, évidemment. Sinon, pour ma part, il y a une petite actualité qui m'a un petit peu fait à la fois rire et pleurer. C'est justement le monde du podcast a été un petit peu éclaboussé par l'affaire la Ligue du LOL. Et parmi les podcasts qui ont été suspendus, il y a notre, je vais dire, collègue du podcast Bouffon, qui a été le premier podcast professionnellement produit autour de la cuisine et de la gastronomie. Et donc voilà, il a été suspendu. Donc j'espère que les gens ne seront pas trop tristes parce qu'apparemment il avait quand même pas mal de gens qui l'écoutaient. Ça fait toujours la peine de voir un collègue qui tombe comme ça, surtout pour des raisons aussi obscures
Donc, mais bon, c'est vrai que ça va bientôt faire 4 ans qu'on est là. Quand on est arrivé, on a lancé ce podcast, il y avait 2 podcasts indépendants qui étaient sur la fin et qui ont disparu depuis. Et puis, on en a vu d'autres apparaître. Et puis, nous, on est toujours là. Merci de nous rester fidèles. Et j'espère que il y en a d'autres qui vont apparaître aussi parce que la cuisine et la gastronomie sont des sujets très larges. Regarde, d'ailleurs, il y a Claude Cara là, qui lance le podcast des Amis de la Fête de la Gastronomie. Je l'ai encore eu en ligne hier. Il m'est venu me demander conseil. Je l'aide sans problème. Hein. Je veux dire, l'amour de la cuisine est infini. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis, chacun fait son podcast à sa façon, avec sa ligne éditoriale. Et puis, nous, on a notre style. Et je suis très heureux que vous l'appréciez. Parce que j'entends dire beaucoup de gens qui attendent avec impatience les recettes de Guy parce qu'il c'est toujours plein de bons conseils. Alors là, Guy, il se sent inspiré pour le printemps. Oui. Il voulait nous parler de salade. Alors moi, la salade, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'iceberg, c'est de la laitue, éventuellement du mesclun ou du cresson. La salade de blé, comme on dit en Belgique. Il y a plein de feuilles de salade. Alors là, vraiment, quand on dit plein de feuilles, ce sont des dizaines de feuilles potentielles qui sont accessibles. Cela dépend évidemment, bien sûr, de l'endroit où on se trouve. Alors, en règle générale, quand on veut faire une belle salade, je parle que ce soit d'une salade d'accompagnement ou que ce soit d'une salade qui sera, je dirais, plus élaborée, qu'on appelait avant une salade folle. C'était la grande mode il y a entre 30 et 40 ans de cela. Toutes les brasseries et tous les restaurants qui se disaient ou qui se voulaient gastronomiques avaient une ou plusieurs salades. Et alors, la salade la plus usuelle, celle qu'on a rencontrée partout et que j'ai détestée le plus, c'était la salade de chèvre chaud. On vous mettait avec ça une vinaigrette au miel. Avec une vinaigrette au miel, avec je dirais du lard. Alors je vais vous dire pourquoi je ne l'ai jamais pratiqué professionnellement. D'une part, d'abord parce que le restaurant dans lequel je travaillais était, disons, d'un niveau gastronomique plus élevé que le niveau brasserie ou bistronomie. Ça, c'était une chose. Et ensuite, parce que c'était pratiqué par tout le monde, donc vous alliez dans n'importe quel restaurant, vous avez de la salade de chèvre chaud en entrée ou éventuellement en fromage, voire même en plat pour les dames qui prenaient un seul plat le midi dans une brasserie. Je prends une salade de chèvre chaud, voilà. Je n'aimais pas pourquoi, parce que pour moi, ça sortait un petit peu du concept de ce que j'appelle une salade. Pour moi, une salade doit être composée de choses que l'on peut mélanger réellement et que l'on peut manger vraiment tout à fait mélangées. Donc, quand on fait une salade de chèvre chaud, on prenait un crottin de chavignol, pas trop fait, on l'entourait avec du lard, on faisait poêler ce crottin ou l'équivalent dans de la matière grasse, on assaisonnait une salade dans laquelle on mettait éventuellement quelques petites choses, on mettait le crottin comme ça trôné au milieu de la salade et on déglaçait sa poêle avec un petit peu de miel, une cuillère de miel, un peu de vinaigre, un peu d'huile, on versait ça sur la salade. Bon. Oui, c'était plutôt, disons, un chèvre poêlé accompagné de sa salade, plutôt qu'une salade au sens où moi je le conçois. Imaginons une salade dans laquelle on aurait coupé, par exemple, le fromage en petits morceaux. Bon, ça c'est une autre discussion. Alors vous avez les salades de type salade nordique. Là, on a remplacé, c'est déjà un petit peu mieux, on a remplacé le chèvre par des lanières de poisson fumé, en règle générale du saumon. Quand on veut le faire correctement, il y a moyen, on met du beau saumon, on met éventuellement d'autres beaux poissons. On peut mettre de l'anguille, on peut mettre du flétan, de l'elbo, de la truite, tout ce qu'on veut. Et quelquefois, quand on veut mal le faire, on achète tout simplement des brisures ou des lanières de saumon fumé qui n'ont pas trouvé, je dirais, preneur parce qu'on a dû parer des saumons. Donc on enlève souvent la partie ventrale ou une partie de la partie ventrale, et puis on a du saumon fumé dont on ne sait pas trop que faire. On vend ces saumons, ces bouts de saumon fumé pour le secteur de la restauration, et on peut très bien inclure forcément ces chutes, ces parures de saumon fumé, soit dans des pâtes chaudes, soit éventuellement dans des salades. Alors vous avez aussi une salade qui est très emblématique et qui est un peu ancienne, c'est la fameuse salade frisée au lardon, avec un œuf poché dessus ou un œuf mollet. Bon, c'est une salade qui peut être très très bonne, mais c'est relativement commun. Ce n'est pas pour moi digne d'un restaurant qui se veut à la pointe. Pourquoi ? Parce que c'est une salade, je dirais, populaire. Alors, j'ai rien contre les choses qui sont populaires, soyons clairs. Je donne d'ailleurs suffisamment de recettes populaires, mais je parle ici d'un point de vue, je dirais, gastronomique et restaurant, disons, de belle envergure.
Donc il y a également les salades avec des fruits de mer, salade de crustacés, et la salade que j'ai pratiquée pendant des années, c'était une salade dont je pense que j'ai déjà donné la recette. C'est une salade très printanière avec des queues d'écrevisses qui sont cuites au moment, avec des asperges, avec des haricots verts, avec du foie gras. C'est un très très beau mélange, un petit peu bizarre, mais comme ça d'associer du foie gras de canard ou d'oie avec des crustacés d'eau douce, mais enfin pourquoi pas. Considérons que l'écrevisse, elle se balade dans les ruisseaux tout près des fermes, on va voir ça de manière un petit peu bucolique. Les oies ne sont pas loin, donc il n'y aurait pas trop de difficultés à associer les deux produits. Alors c'est une salade très printanière, mais la bonne question, qu'est-ce qu'il faut mettre donc pour avoir la base de la salade, donc toutes ces feuilles-là? Alors, il faut retenir quelques règles. Première règle, il faut avoir des salades qui soient de couleurs différentes. Or, nous avons des feuilles jaunes, des feuilles rouges, je passerai tout ça en détail après. Nous avons des feuilles vertes, nous avons des feuilles blanches, et quand nous avons des salades, je dirais adultes, nous avons également des jeunes pousses germées et nous avons des jeunes feuilles. Alors, on va d'abord parler des feuilles jaunes. Alors, dans les feuilles jaunes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des cœurs de scarole. La scarole ou l'escarole, à son centre qui est jaune. Alors, malheureusement, je me suis laissé dire depuis déjà un petit temps que ce cœur bien jaune qu'on obtient comme ça dans les jardins, ma grand-mère avait des scaroles, elle le renversait sur le cœur de la salade, elle renversait soit une assiette, soit un pot en terre cuite, et par manque de photosynthèse, le cœur de la salade devenait jaune. Je me suis laissé dire qu'évidemment, à l'échelle industrielle, c'est pas comme ça qu'on fait. Et la mauvaise information qu'on m'a donnée, mais ça demanderait à être vérifié, c'est que quelques jours avant la récolte des scaroles qui sont vertes partout, on passe avec un pulvérisateur à dos avec une poignée sur le côté là qui permet de faire un surplus de pression de sorte que la canne avec le bout qui arrose soit alimentée, et on passe avec une solution d'eau et d'eau de javel. Bon. Et colore les feuilles. Oui. Alors ça, évidemment, c'est déjà nettement moins intéressant à savoir, plutôt que de penser qu'on a mis sur chacune des belles salades un pot en terre cuite qui rend le cœur bien jaune. Alors, quoi qu'il en soit, le cœur de scarole, il a de gros avantages. C'est que la scarole, d'abord, elle ne coûte pas cher. C'est que le cœur est important et qu'on peut utiliser le restant de la scarole pour faire autre chose, à savoir un légume chaud et des scaroles à la crème, par exemple. Donc ça, c'est pour la scarole. Alors, il y a également la frisée. Alors, dans les frisées, vous retrouvez deux types de frisées. Vous avez la frisée à côte fine et la frisée grosse côte. Alors, moi, je préconise vraiment la frisée grosse côte parce qu'elle a d'abord une très belle forme et surtout une très très bonne tenue pour entrer dans la composition de mesclun. Alors, à l'époque où je réalisais des salades tous les jours, vous pensez bien que je ne prenais pas les salades et les nettoyais au moment où le client passait sa commande. Donc, on fait ça en mise en place. On nettoie toutes ces salades, on les lave le nombre de fois qu'il est nécessaire pour que la salade soit bien propre. Ensuite, on les sort et puis on met tout ça dans un beau bac et on recouvre le tout après avoir bien sûr mélangé pour que la salade soit prête à être utilisée très rapidement. On recouvre avec un essuie humide et vous pouvez garder comme ça votre salade pendant sans aucun problème 24 heures, voire même 48 heures, elle ne bouge pas. Et c'est un petit peu ce que font les marchands de salade et qui vendent comme ça, qui vous vendent des mesclins dans des sachets. Et en plus, eux, ils ajoutent un gaz neutre, un gaz qui permet donc la conservation des salades et elles ne se flétrissent pas, de manière à ce qu'elles gardent leur qualité et leur optimalité pendant plusieurs jours. Donc la salade de grosse côte est quand même intéressante. Alors je vais maintenant vous donner un petit truc pour le nettoyage des salades. Quand vous prenez une salade entière de type frisé, il arrive quelquefois que les pointes soient toutes un petit peu piquées, un peu brunes, un peu noircies. Oui. Alors ça vous fait, pour une salade, non pas 5, non pas 10, mais des centaines de pointes à devoir éliminer. Alors j'ai trouvé le truc. J'ai acheté une paire de ciseaux, des grands ciseaux, et l'idéal c'est d'acheter ça sur un marché, des ciseaux de coiffeur, de très très longs ciseaux avec une très très grande lame. Vous utilisez tout simplement les ciseaux comme si vous alliez couper les cheveux. Oui. Vous tenez la salade, alors vous la tenez la tête à l'envers, donc vous la prenez par la racine que vous tenez en l'air. Vous avez la salade, je dirais, qui se présente avec les feuilles vers le bas. Vous vous mettez au-dessus d'un évier, au-dessus d'une poubelle, et avec les ciseaux, vous coupez tout simplement les bouts qui parfois ne représentent que 2-3 millimètres. Vous coupez tout simplement les bouts des feuilles qui sont oxydés, qui sont abîmés, qui vont donc tomber dans votre poubelle. En peu de temps, en moins d'une minute, vous avez réalisé une opération qui, si vous deviez faire ça avec un couteau,
Dans l'autre sens, je dirais mèche par mèche, vous prendrez des dizaines de minutes. Donc ça, c'est un petit truc que j'utilisais. Et puis, il vous suffit tout simplement avec un couteau tranchant d'aller au cœur de la salade, du côté de la racine. Vous coupez, vous sectionnez donc toutes les attaches. Et ce qu'il faut faire attention avec la salade frisée, qu'elle soit fine ou qu'elle soit à grosse côte, c'est de bien vérifier s'il n'y a pas du sable qui reste dans les côtes. Oui. Parce que j'ai le souvenir d'avoir mangé dans un restaurant de Bruxelles, pas loin de la Grand Place, il y a quelques années, un restaurant qui était réputé pour ses plats bruxellois. Et manifestement, la salade n'avait pas été bien nettoyée parce que tout le sable et toute la terre se trouvait encore, je dirais, dans les creux des côtes de la frisée. Et comme on avait versé de la vinaigrette dessus, chaude, tout ça se retrouvait dans le fond de l'assiette. Mais... Alors autant vous dire que je n'ai plus mis les pieds dans ce restaurant-là depuis que j'ai vu ça. Hein. Quelle horreur. Ah oui, et dans un restaurant je cherche de Grasse dans le midi de la France, hein, je prends une salade niçoise un jour. Là, on avait coupé des rondelles de concombre et de courgettes. Et il y avait encore de la boue sur la peau extérieure, donc des rondelles. Donc ça voulait dire qu'on n'avait même pas passé, on n'avait donc même pas passé les courgettes et les concombres sous un simple filet d'eau. On avait coupé ça en tranches. Ils ont pris directement dans le paquet, ils ont coupé. Dans la caisse, exactement. Voilà. Donc là, vraiment, c'est inapproprié. Non, mais tu mentionnes les ciseaux. Je dois te dire qu'en cuisine, moi, j'utilise beaucoup les ciseaux partout où où les ciseaux peuvent couper à la place du couteau. Et donc, très par pratique. exemple, oui, voilà. Ma femme, au début, elle avait l'air choquée quand elle me voyait faire ça. Donc, par exemple, quand je fais des spaghettis pour les enfants, je mets dans les bols puis je coupe au ciseau. Ça va beaucoup plus vite. Pas. Par exemple, on ouvre un sachet de salade parce qu'elle adore acheter la salade en sachet. C'est coupé trop gros, hop, tu donnes quelques coups de ciseaux et hop, c'est haché. Tu haches beaucoup de choses comme ça avec des simples paires de ciseaux. T'as pas besoin de couteau extraordinaire. Alors la seule chose qu'il faut faire, c'est après avoir utilisé les ciseaux, les nettoyer consciencieusement parce que si on les oublie, qu'on les range simplement, on risque d'avoir du jus ou bien des bouts de feuilles qui vont rester collés sur la lame et qui après vont être beaucoup plus difficiles à laver. Donc l'idéal c'est évidemment de bien rincer immédiatement ces ciseaux. Alors il y a une autre salade dans la catégorie des feuilles jaunes ou des feuilles vert clair qui est très connue, que moi je n'aime pas beaucoup parce qu'elle ne se tient pas bien, mais elle a eu son succès. C'est une salade qui était extrêmement prisée par les Américains. C'est la lolo jaune et la lolo verte. Alors la lolo, si vous allez voir sur internet, vous verrez que c'est une feuille qui est extrêmement plissée. La lolo, hein, L-O-L-O. Jaune verte, c'est une feuille qui est extrêmement plissée, mais c'est une salade qui est extrêmement fragile. Attends, que je tape lolo sur Google, moi j'ai d'autres photos, j'ai des gros lolos. Autre chose, oui, mais bon, si on tape lolo jaune ou lolo verte, en principe, on doit avoir autre chose. Lolo salade, ah oui, voilà, effectivement. Ah oui, ça fait coupe afro. Oui, c'est ça. Et alors, cette salade, par contre, elle a un gros problème, c'est qu'elle se flétrit extrêmement vite. Donc, si vous devez utiliser un ensemble de salades pour faire un mesclin, si vous ne l'utilisez pas le jour même, je vous la déconseille. Par contre, vous avez une salade qui se tient très très bien. Alors, vous avez une variété, je dirais, grande et une variété plus petite qui sont très proches. La variété toute petite, c'est la sucrine, hein, que vous trouverez vendue généralement par 4. Alors, elle existe en jaune-vert, mais elle existe également dans des teintes plus foncées. Parfois, elle est même vendue en assortiment de teintes, par exemple 3 sucrines en même temps ou 4 sucrines ça ressemble à une grosse endive. Ça ressemble en fait à une petite pomme de pin, je dirais. Hein. Et là, vous avez la romaine. Alors, la salade romaine, elle se présente sous forme d'un cône de feuilles. Et alors, le gros avantage de la salade romaine, moi j'en achète régulièrement, c'est que vous pouvez détacher les feuilles une à une et vous n'êtes pas obligé d'utiliser la salade entière en une fois. Ça, c'est quand même fort intéressant. Donc, si vous mangez de la salade pendant quelques temps en été, vous achetez une romaine, vous la gardez bien au frais, emballée avec du papier dans le noir, et vous découpez, vous détachez tout simplement 2 ou 3 feuilles à la fois et vous l'intégrez dans votre salade. Ça, c'est pour les feuilles jaunes. Alors, vous avez les feuilles rouges ou les feuilles brunes. Alors, la plus connue d'entre elles, et là, il y a de nouveau beaucoup de variétés, c'est la feuille de chêne. Alors, moi, je privilégie la feuille de chêne qui est bien brillante, qui est bien foncée, et qui a une forme vraiment en forme de feuille dentelée, un peu comme une feuille de chêne, et elle se garde très très bien également. Alors, vous avez, je dirais, le pendant en brun de la lolo de tout à l'heure, c'est la lolo brune, et qui garde évidemment les mêmes défauts que ce que j'ai expliqué il y a 2 minutes. Et puis, vous avez les salades de Trévise. Alors là, Marc, je sais que vous allez mettre une belle illustration de la salade de Trévise. Vous avez en fait en réalité 4 sortes de salades de Trévise. Vous avez, vous irez voir sur Internet. C'est joli. Vous avez, oui, c'est très joli. Hein. Vous avez celle qui est en forme de boule, un petit peu comme un petit chou rouge. C'est la plus connue. Puis vous avez celle qui ressemble en fait
et qu'on appelle la radicchio également. Vous avez en fait celle qui ressemble à un chicon allongé, avec des feuilles qui sont rougeâtres sur leur extérieur. Et puis vous avez la plus belle de toutes, hein, Marc, vous allez dire son nom, celle qui ressemble vraiment à une rose et qui est vraiment magnifique. Attends, la radicchio di oui, voilà. J'ai plus la page devant moi, attends. Bah ça, piège. Hein. Radicchio di Variegato di Castelfranco. Voilà. Arriba. Alors, si vous allez voir cette salade-là sur Internet, vous verrez, elles sont plus belles les unes que les autres, sont véritablement quasiment des œuvres d'art. On dirait des roses. Hein. On dirait des roses tellement elles sont belles. Alors, je vais être honnête, c'est une salade qui est très, très, très difficile à trouver dans le commerce. Certainement, en tout cas, en Belgique et en France, et certainement plus commune en Italie. Maintenant, bon, dans des grands marchés comme Rungis, vous la trouvez. Écoute, c'est italien, c'est tout est dans le design, c'est magnifique. Mais là, elle est magnifique. C'est bellissimo. Faut connaître que c'est une œuvre d'art. Hein, c'est une œuvre d'art. Ah non, oui. Mais est-ce que c'est bon? Ah, est-ce que c'est bon? Mais les salades de type radicchio, hein, ou radici, si on les met au pluriel, ce sont des salades qui sont généralement amères. Hein. Ah. Oui, et qui sont surtout utilisées, moi je dirais, pour l'aspect de couleur qu'elles vont donner, hein, ce rouge grenat, ce rouge vif, rubis. Tu veux dire comme une salade frisée brune comme ça qui... Oui, mais ici elle n'est pas frisée, elle a une feuille plutôt lisse. Et alors dans le cas de la variété qui ressemble à une rose, vous avez toute une série de nuances de couleurs. Vous avez des couleurs vertes avec des petits points plus foncés. Vous avez des couleurs oranges, vous avez des couleurs rosées. Jaune avec des gros points rouges. Oui, vous avez vraiment une variété. Ça, c'est une très très belle salade pour mettre en composition. Comme allez voir les notes de l'épisode, je mettrai tous les noms. Oui. Donc ça, ce sont les salades, je dirais, à feuilles brunes ou à feuilles rouges. Hein, alors, donc, vous avez également le chicon rouge. Oui. Tu dis que c'est amer. Bon, si je veux en manger, comment est-ce que je peux un peu cacher l'amertume? Mais le but, je vais te décevoir, mais le but, ce n'est pas, bon, il y a deux solutions, mais le but, ce n'est pas de cacher l'amertume. On recherche justement l'amertume des salades. Dans ce cas, je vais manger des pissenlits, alors. Non, parce que le but, c'est qu'il y ait dans la salade des goûts différents. Vous allez avoir des salades qui sont, je dirais, qui sont plus douces, des salades qui sont plus corsées, des salades qui sont piquantes. On va prendre le cas dont je parlerai après de la roquette. Ben là, la roquette, évidemment, on recherche son côté piquant et son côté poivré. Si on veut maintenant quelque chose de doux, on va prendre l'oscarole est encore un petit peu amer, mais on va prendre éventuellement du chou chinois. Hein, ça, j'en parlerai après. Donc, quand on veut faire une belle salade, on doit mélanger non seulement les couleurs, les formes, les découpes, mais également les textures et aussi les goûts. Hein, ne pas avoir que de la salade amère, ne pas avoir que de la salade douce, y avoir comme ça, au moment où on prend avec sa fourchette, je dirais, une fourchée de salade, on a successivement des impressions différentes. C'est ça qui fait la qualité d'une belle salade folle. Hein. Oui, alors je regarde sur Internet, je vois qu'effectivement, il y a même une Festa del Radicchio Variegato, il fiore che si mangia. Voilà. La fleur qui se mange, et c'est en décembre, à Castelfranco Veneto, en Italie. C'était le 9 décembre 2018, donc j'imagine qu'il y en aura encore une l'an prochain, j'espère. C'est intéressant parce que sur l'affiche, tu vois justement une de ces fleurs et dedans, ils ont fait un montage comme si c'était la robe d'une femme. Ah ben, magnifique tout ça. Enfin bon, bref. Donc, au niveau des salades rouges, il y a également les chicons rouges. Alors, il faut savoir que la radicchio et le chicon sont de la même famille. Hein. Ah. Donc, entre la radicchio qui est vraiment rouge ou quasiment toute rouge et le chicon rouge, il n'y a pas grand-chose au niveau génétique vers l'un de l'autre. Hein. Le chicon qu'on appelle l'endive, qui est blanc à l'origine, bien entendu, mais qui peut avoir une variété avec des bouts de feuilles, des bords de feuilles qui soient pourpres. Et là, je conseille une découpe un petit peu différente. On a traditionnellement pour le chicon, je dirais l'envie de le couper transversalement et de faire une espèce de petite lanière comme ça, transversale, qui ne ressemble pas à grand-chose. Moi, je préfère faire une autre découpe, enlever bien sûr le pied, couper le chicon en deux dans la longueur, et ensuite couper très très de biais, mais en longueur dans le chicon, de manière à avoir de très grandes feuilles, très longues, mais minces. De sorte qu'on a encore comme ça une autre impression, et on ne sait pas faire ça avec toutes les feuilles de salade, on ne sait pas faire ça avec du cresson par exemple, ou avec de la salade de blé. Donc on a une découpe qui donne du volume, qui donne à la fois une forme et un volume tout à fait différent et surtout intéressant à la salade. Alors on trouve également au niveau des feuilles rouges, les feuilles de betterave rouge. Hein, c'est assez récent. On en trouve dans des mélanges industriels et ça donne une belle couleur à votre salade.
mais également de l'oseille rouge. Alors, dans l'oseille, vous avez toute une série de couleurs, vous avez des vertes, vous avez des pourpres, vous avez des jaunes, et quand on a la chance de tomber sur un ravier de ce mélange de salade, c'est intéressant de l'utiliser également, parce que ça va donner vraiment beaucoup de vie et beaucoup de couleurs à votre salade. Donc on a vu les feuilles jaunes, on a vu les feuilles rouges ou brunes, mais il y a également les feuilles vertes. Alors la plus connue de toutes les salades actuellement, et c'est vraiment la mode depuis, je dirais, une dizaine d'années, c'est la roquette. Alors la roquette, c'est une pousse de salade, mais qui appartient à la famille des choux. C'est une famille donc qui s'appelle les brassicacées. C'est une salade qui se cultive facilement chez soi dans un bac. La seule chose, c'est qu'il est conseillé de la récolter quand elle est jeune. Alors jeune, ça veut dire quoi si on la fait soi-même? 15 cm à peu près. C'est souvent la taille des feuilles que l'on trouve dans le commerce. Si vous laissez la roquette pousser, elle va vous monter jusqu'à 80-90 cm de haut. Alors elle devient de plus en plus amère, elle devient surtout de plus en plus ligneuse. C'est-à-dire qu'il va y avoir des fibres très costaudes qui sont là pour soutenir la plante, évidemment. Et là, vous n'avez qu'une solution, si vous avez laissé ces salades monter aussi haut, c'est de ne prendre que le bout, ou alors de couper et en émincer très très fin les tiges pour ne plus ressentir cet effet de fibre qui sera évidemment présent si vous laissez les feuilles dans leur entier. Hein. Donc ça, c'est une nécessité, c'est de les couper jeunes ou bien de les émincer finement. J'ai planté de la roquette l'an dernier. C'est peut-être parce qu'il a fait trop sec, mais elle n'a pas monté très haut. Et elle a fait chaque pied comme ça a fait quelques feuilles. Il est tout de suite monté en fleurs et en graines. Et donc la récolte était relativement. Je crois que j'ai dû faire sur un grand. J'ai planté ça en sac. Sur un grand sac, j'ai dû faire l'équivalent de 4 salades. C'était bon, hein, c'était très goûteux. C'est la culture, truc que tu cultives toi-même. Pas de pesticides, rien du tout. Mais je trouvais que le rendement était très 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 faible. Mais on est parfois déçu, c'est quand forcément l'année, d'un point de vue météorologique, n'est pas ce qu'il devrait être. Ouais. L'été n'est pas ce qu'il devrait être. Donc à ce moment-là, on n'a pas forcément la récolte qu'on veut. Et le résultat qu'on veut, c'est effectivement le cas. Mais tu as parlé de la roquette dans les ingrédients de la cuisine aphrodisiaque. Oui, j'en avais déjà parlé. Voilà. Je vous invite à aller redécouvrir ces épisodes si vous ne les avez pas encore découverts d'ailleurs. Alors, autre feuille verte qui marche très très bien dans les salades, c'est le cresson. Alors, il y a plusieurs sortes de cressons, j'en avais déjà parlé, il y a 3 sortes de cressons. Il y a le cresson de fontaine, il y a le cresson alénois, et puis alors il y a le cresson, disons, de jardin, qui est un petit peu un genre d'entre-deux. Et la cressonnette? Ah ben la cressonnette, c'est encore autre chose. Ça, c'est le cresson alénois, ce qu'on appelle la cressonnette. Hein. Okay. Oui. Donc, ça pousse généralement sur des tapis de ouate ou des tapis de cellulose. Hein, et on mettait ça avec tous les steaks grillés il y a 40 ans dans les snacks et dans les self-service avec une tranche de beurre maître d'hôtel. Maintenant, on fait plus. On ne fait pas, c'est-à-dire on est passé à autre chose. Maintenant, on met un petit mesclin, c'est beaucoup plus joli. Alors, le cresson de fontaine, je rappelle, on ne va pas choisir son cresson dans une rivière ou dans une prairie marécageuse près de chez soi. Sauf si on veut un parasite. Sauf si on veut la douve du foie de Chine. À ce moment-là, on a le temps de souffrir jusqu'à la fin de ses jours parce que c'est un parasite qui est très, très, très difficile à éradiquer. Donc, on va chez un cressiculteur, ou bien on va chez son marchand de 4 saisons, on achète une belle botte de cresson. Alors, qualité d'une botte de cresson, les feuilles bien vertes, les feuilles bien luisantes, les feuilles bien rondes, les tiges bien, bien dures. Dès le moment que ça se flétrit, que ça devient jaune, on oublie, ou alors éventuellement, on fait un potage avec. On utilise le tiers de la botte supérieure. Généralement, on coupe au-dessus du lien qui a servi à maintenir la botte de manière intègre. Et qu'est-ce qu'on fait avec les queues? Soit on les émince très finement, on les met dans sa salade, mais généralement, c'est ce qu'on ne fait pas. On fait plutôt, disons, un potage avec les queues. Alors, le cresson, bien le laver, bien l'essorer et l'intégrer. Qualité du cresson, plein, y compris qu'il y a beaucoup de fer dedans, il y a de la vitamine C, tout ce qu'on veut. Le cresson est une plante un petit peu piquante, un peu poivrée, donc on l'utilise, je dirais, en mélange avec d'autres. Je rappelle également qu'il y a une salade dont j'ai déjà parlé, qui est l'association entre une botte de cresson, une demi-laitue et de la tomate, qui est la salade traditionnelle que l'on servait il y a 50 ans avec une pièce de viande rôtie. Oui, mais il y a 50 ans, on servait la salade comme accompagnement, très rarement oui, comme plat tout principal. À fait. Hein. Mais c'était donc une salade tout à fait basique, tout à fait ordinaire, que l'on servait avec un steak sur l'assiette, mais à côté. Bien souvent, on le servait à côté. Et on poussait même, je dirais, le vice au moment du service, à l'assaisonner devant le client, bien entendu. Hein, D'où et à la beaucoup mélanger de dames à la ont commencé fatiguée. à demander la vinaigrette à part.
Alors, il y a le pourpier. Alors, le pourpier, bien souvent, ce qu'on trouve dans le commerce, c'est le pourpier cultivé. Et pourtant, je ne saurais que donner le conseil, mais les graines ne sont pas faciles à trouver. C'est à se cultiver des pots de pourpier chez soi. Alors, non seulement le pourpier porcelaine fait partie de ces salades de la cuisine crétoise, ça c'est une première chose, et c'est un légume qui est vraiment plein de qualité, d'autant plus que le pourpier est très volontaire, et il suffit de couper ses branches, je dirais, il faut pas couper toutes les branches en même temps, hein. Vous avez 7-8 branches sur votre plant de pourpier. Et c'est une plante médicinale en plus. Oui. Vous en coupez une sur une des plantes, vous en coupez une autre sur une autre, et ainsi de suite. La plante va se régénérer et vous pouvez comme ça faire jusqu'à 4 récoltes sur votre saison d'été. Donc, c'est vraiment une plante extrêmement intéressante. Alors, on utilise les bouts de feuilles, donc les bouts de tiges, avec quelques feuilles, sur 4, 5, 6 centimètres maximum. Et les tiges, vous pouvez très bien soit les émincer, soit vous les faites blanchir, vous les faites blanchir un petit peu dans de l'eau bouillante salée, et vous les intégrez à votre salade. Ça peut très très bien marcher. Et surtout, c'est une salade qui est recommandée d'un point de vue médical. Elle n'a que des avantages, que des qualités. Il y a beaucoup de vitamine A dedans, je vois, mais il y a bien des sûr, vitamines parce C, qu'il du y a fer, du calcium. C'est une feuille qui est verte, mais la tige elle-même est rouge. Le magnésium. Généralement, même. ce qui est rouge contient de la vitamine A. Oui, c'est très bien ça. Mais disons que tu peux, en cherchant bien sur Internet, tu peux trouver des graines. Oui, on peut trouver, bien entendu. Alors, je me suis laissé dire, parce que moi, j'avais remporté des plantes qui passaient la moitié de leur vie dans un appartement bien au chaud et l'autre moitié sur un balcon. Alors, cette mauvaise herbe-là poussait comme du chien-dent. Hein, et je me suis laissé dire, par contre, que c'est une plante qui aime bien la chaleur. Et c'est la raison pour laquelle j'avais donc les plantes, les pots de terre, l'été bien au chaud, que le pourpier se développait pendant l'été. Parce que ce terrain-là que j'avais utilisé pour refaire mes pots ne portait jamais de pourpier en temps normal. Pourquoi? Parce que le terrain était à l'hiver au froid, hein, et puis il n'avait pas le temps de se réchauffer l'été. Donc c'est une plante qui doit être, à mon avis, semée dans des pots que l'on garde au chaud et qu'on ne sort qu'au moment de l'été, de manière à avoir une belle récolte. Alors, autre chose qui va donc bien dans le mesclin, c'est le persil plat. Et on n'y pense pas toujours. Le persil est une herbe, mais qui peut servir de salade. On achète à ce moment-là de belles bottes de persil plat, pas le persil frisé, le persil plat. On utilise les parties où il y a les feuilles. Les queues, on les utilise, j'ai déjà expliqué, pour faire des bouquets garnis. Hein, n'oublions pas que les bouquets garnis peuvent très bien être mis au congélateur. Il n'y a pas de problème, donc ça peut se faire à l'avance. Autre petite remarque, attention, le persil est relativement toxique s'il est consommé en grande quantité. Donc le persil plat, on ne peut intégrer l'équivalent d'une botte entière de persil plat que pour une très très grande quantité d'invités. Ne faites pas une botte de persil plat pour 2 personnes par exemple, ce n'est pas conseillé. Vous allez avoir mal au ventre. Écoutez, c'est toxique. Alors vous dire, dans quelle mesure c'est toxique, il y a une chose qui est certaine, c'est que par exemple le persil ne doit jamais être donné à un perroquet. C'est un poison mortel pour un perroquet. Donc ça veut bien dire qu'il y a bien une toxine là-dedans. S'il y a des gens qui ont un perroquet ici. S'il y a des gens qui ont un perroquet de belle-mère et disent qu'ils veulent s'en séparer, vous leur donnez du persil. Alors, autre salade, moi, que j'affectionne énormément dans les mesclins, c'est la blé courte. Donc, on appelle également la mâche ou la doucette. C'est une salade que l'on trouve sous des dizaines de variétés. Je conseille la courte. Pourquoi? Parce que la longue a tendance d'abord à être plus terne au point de vue de la présentation, mais surtout à se flétrir beaucoup plus rapidement que la courte. Oui. Donc, vraiment, là, il y a vraiment à conseiller la blé courte. Alors, on peut l'utiliser entière, mais en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe, je dirais, on enlève la petite racine au couteau de manière à n'avoir que les feuilles. C'est une salade qui se garde également très très bien au frigo une fois qu'elle a été lavée. Elle se gardera sans problème plusieurs jours si vous l'avez suffisamment bien essorée. Avec une essoreuse manuelle là. Donc, on a fait les feuilles vertes, les feuilles rouges, les feuilles jaunes. Il y a quoi d'autre après? Il y a les feuilles blanches. Feuilles blanches? Ah oui. Alors, dans les feuilles blanches, qu'est-ce qu'on trouve? Je pense c'est l'angoisse de l'écrivain. Oui. La feuille blanche la plus connue, c'est le chicon, c'est l'endive de Bruxelles, évidemment, oui. Qui est une feuille blanche, qui peut être blanche nacrée, blanche ivoire, blanche crème, blanche un peu jaune, blanc cassé. Attention, le chicon, l'utiliser le plus blanc possible d'une part, c'est la raison pour laquelle bien souvent il est vendu dans des caisses en carton ou en plastique avec du papier bleu, je dirais assez opaque, papier bleu ou... Qui coupe la lumière, oui, parce que ça devient amer quand ça devient... Ça devient amer quand ça devient vert. Et le chicon, même gardé dans un sachet brun, vers l'air libre, donc en présence d'une certaine forme de lumière,
le chicon devient vert et a tendance à devenir amer. Donc on doit l'utiliser le plus rapidement possible après son achat, parce que c'est une plante qui est toujours vivante. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle continue à pousser, et bien souvent elle recherche la lumière, donc elle va pousser. Vous allez avoir une espèce de cône qui va se former au centre du chicon, qui va le faire au détriment des feuilles. Le chicon va se tordre, va devenir arqué, voire pire, et ne sera quasiment plus utilisable non plus en salade, mais que chaud, que cuit. Alors le chicon anciennement était relativement amer, et puis sous l'effet de la recherche, on a transformé cette feuille qui était amère en feuille presque douce, au point que les véritables amateurs de chicon qui recherchaient un peu l'amertume du chicon sont déçus. C'est que maintenant, il n'est plus du tout nécessaire de cuire, par exemple, le chicon avec du sucre. Hein. Ça n'a plus aucun sens. Avant, quand j'étais étudiant, on nous faisait enlever avec une pointe de couteau le cône qui se trouvait à la base du chicon, parce que c'était là que se concentrait l'amertume. Maintenant, on a bien tout intérêt à le laisser, sinon on n'a plus aucun relief, aucune amertume. Donc le chicon est devenu un légume beaucoup plus passe-partout, beaucoup plus prisé par tout le monde d'ailleurs grâce à cela, mais qui a perdu un petit peu de son originalité. Alors, il n'est pas nécessaire non plus, comme je le voyais trop souvent faire par des élèves, lorsque vous achetez des chicons, d'enlever des feuilles extérieures, en disant « Ouh là là, attention, ça a été en contact avec de la terre, ce n'est pas bon, il faut l'enlever. » Ben non, pas du tout. Le maraîcher a déjà enlevé les feuilles extérieures. Ça, c'est déjà une première chose. Pourquoi? Parce qu'il a dû calibrer ses chicons, qui étaient à peu près tous la même taille dans la même caisse. Donc, il a enlevé les feuilles extérieures d'une part. Donc, les feuilles qui ont été en contact éventuel avec de la terre, elles ont été ôtées. Ça, c'est une première raison. Et alors, deuxièmement, 90% des chicons produits actuellement sont produits par hydroponie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Hors sol. Ils sont produits hors sol, ils sont alimentés, ils croissent donc hors sol, ils ne croissent plus dans de la terre. Donc, comme ils sont produits par hydroponie, il y a quasiment plus aucune terre qui les touche. Dans l'eau, quoi. Ils sont produits dans une eau, je dirais, qui est enrichie en sels minéraux et en tout ce que le chicon a besoin. Donc, enlever les feuilles extérieures n'a vraiment aucun sens. Il ne faut pas le faire. Autre avantage du chicon, c'est que vous pouvez utiliser les feuilles au fur et à mesure. Donc, je disais que si vous n'avez pas besoin d'un chicon entier, ça peut arriver, hein. On peut très bien ne prendre qu'un demi, ne jamais couper le chicon en deux et dire je garderai l'autre moitié pour demain. Bon, ça peut se faire, mais c'est pas conseillé. Vous enlevez au contraire les feuilles extérieures et vous utilisez les feuilles extérieures, tout simplement. Alors, autre petit truc, on ne doit pas laisser un chicon séjourner dans l'eau parce que cela augmente son amertume. On le passe simplement sous le robinet d'eau courante, on l'essuie avec un linge propre, avec un tissu absorbant ou un papier absorbant, et l'affaire est entendue. Une fois que le chicon a été rincé pour le principe, il peut être utilisé tel quel, comme je l'ai dit, soit en entier, soit au fur et à mesure. Ça, c'est un de mes plats préférés quand je retourne en Belgique. C'est la salade de chicon. Ah, la salade de chicon. Donc c'est simplement des chicons qui ont été hachés, qui sont émincés, mélangés de la mayonnaise, et voilà. Oui. Il y a ça. Alors, ce qui est très très bon, c'est une salade de chicon crevettes grises, par exemple, avec soit une mayonnaise, soit une mayonnaise légèrement crémée, soit une vinaigrette. Alors, ce qui s'associe très très bien au chicon, c'est la pomme. Hein. Oui. D'ailleurs, ça fait partie de la salade d'hiver qu'on trouve en Belgique. Je rappelle très vite la recette. C'est du chou rouge finement émincé cru, du chicon, de la pomme, de la salade de blé et des haricots blancs en conserve, ou qu'on a fait cuire soi-même, mais en conserve. Et alors, plus on met de pommes, plus on adoucit la salade. Si on ne veut pas en mettre trop pour ne pas avoir une salade un peu trop sucrée, on en met moins. On peut mettre également une pomme qui est moins sucrée comme la Granny Schmidt, mais là on a vraiment ce qu'on appelle la salade d'hiver qu'on assaisonnait anciennement avec une huile de noix et avec un bon vinaigre de vin rouge. Et là on a une salade extraordinaire. Les chicons, les feuilles sont assez raides et moi j'utilise les feuilles comme petite cuillère à amuse-bouche. Amuse-bouche, voilà. Ça doit faire sensation en Angleterre où ce légume-là n'est pas très connu, je suppose. Il est assez rare et je le trouve au supermarché au prix de 2 livres sterling pour 2. Ils sont emballés comme ça par 2. C'est très cher. C'est très cher. Hein. Alors qu'en Belgique, c'est quoi pour on en trouve, disons. Kilo, allez, bon. Quand on fait une bonne affaire, c'est aux environs d'1,50 € le kilo, oui. Voilà. Et il y en a combien dans un kilo? Oh, il y en a 5 au moins. Hein. Voilà. 4 ou 5, ça dépend de la taille, mais 4 ou 5. Voilà. Et alors,
je repère un petit peu la saison où ils en ont. Alors il faut aller les chercher. Ils sont là dans les légumes rares. Et comme personne n'en achète, je sais à quelle heure de la semaine ils liquident ce qui est resté trop longtemps au rayon. Et là, je les récupère pour moitié prix, mais ça reste quand même relativement cher. Et le grand classique en Belgique dans les apéritifs, c'est la feuille de chicon. Et on garnit le centre avec une salade de crevettes avec des crevettes mayonnaise, tout simplement, des crevettes grises mayonnaise. Et puis un petit peu de persil haché ou un petit peu de ciboulette ciselée. Et on a des petits amuse-bouches comme ça, originaux. Maintenant, chez nous, c'est tout à fait banal, mais effectivement, en Angleterre ou aux États-Unis, ça doit être beaucoup plus rare. Hein. Oui, bon, voilà, pardon. Voilà. Donc le chicon, donc comme je l'ai dit, le chicon on peut le tailler dans sa longueur plutôt que transversalement, et on a encore un autre effet. Alors une autre salade, je dirais, qui est blanche, c'est la barbe de capucin, toujours la même variété que les chicons. Hein. Chicon, pissenlit, barbe de capucin, tout ça c'est de la même famille. Hein. C'est marrant parce que j'aurais cru que les pissenlits et la roquette étaient de la même famille parce que les feuilles se ressemblent. Ah mais non, justement, c'est étonnant hein, ça. Ah, oui. En fait, la roquette c'est de la famille des choux, tandis que la barbe de capucin c'est de la famille des chicons, chicons, de la trévise, etc. C'est vrai. Ok. Donc la barbe de capucin. Alors la barbe de capucin, elle se présente comment? Elle se présente sous forme d'une espèce de grande chevelure blanche avec des feuilles qui ressemblent fortement aux feuilles de pissenlit. Hein. On cultive ça, je dirais également dans l'obscurité, de manière à avoir des barbes de capucin qui soient les plus claires possibles. Alors la teinte, c'est soit blanc, soit jaunâtre. Hein. Ça se travaille à peu près comme le chicon au niveau de la salade. Donc on coupe la feuille ou les feuilles de leur support. Hein. On les lave soigneusement. Chicorée sauvage. Oui, on les lave soigneusement à l'eau. On les essore et puis on les coupe transversalement. On peut les utiliser aussi bien crues que cuites, mais bon, bien souvent, on les utilise en salade et elles sont, en ce moment-là, elles sont crues, bien entendu. Hein. Oui, parce que je vois que ça s'appelle chicorée sauvage, mais je me souviens d'avoir entendu un jour qu'il y avait un lien entre la chicorée et les endives et les chicons. Ah, mais c'est la même plante au départ. C'est la même plante. Ah oui, la chicorée qui sert à faire le café, qui sert à faire une boisson chaude et dans laquelle on met, par exemple. Petit déjeuner. Oui, on met, disons, de la racine de chicorée torréfiée, moulue grosse ou moulue fine, dans le café. Bon, c'est la même racine au départ. Il y a une chose qui diffère, c'est qu'on a cultivé, donc il y a des cultivars plus spécifiques pour faire la chicorée racine, où là, on doit vraiment privilégier la taille de la racine, puisque c'est elle qu'on va consommer, et des variétés où la taille de la racine va apporter peu, mais où c'est le chicon qui va grossir au détriment de la racine. Oui. Okay. C'est la taille du bourgeonnement qui va apporter. Okay. Et alors, la loi interdit formellement, c'est un peu bête parce qu'en temps de guerre, on le ferait évidemment, d'utiliser les racines de chicon comme chicorée pour éviter justement d'avoir ce double emploi. Hein. Donc, on ne peut pas récolter donc les racines qui ont servi à faire un chicon, ensuite les sécher, les torréfier et les revendre pour faire une boisson chaude. On ne peut pas, la loi l'interdit. Parce qu'en fait, il faut savoir, quand on a privilégié la racine pour faire la chicorée à café, hein, oui. On a donc privilégié, je dirais, la pousse de la racine au détriment de la pousse qui bourgeonne. Oui. Donc tous les nutriments et tous les principes de la plante sont restés dans la racine. Au contraire, quand il s'agit d'une racine qui est cultivée pour faire des chicons, on veut que tout le principe de la racine passe dans le bourgeonnement et que les chicons soient gros. Donc si on utilisait, je dirais, les racines de chicons qui ont servi à faire des chicons, ce serait un petit peu, je dirais, léser le consommateur. Ce serait. Quand tu coupes ton chicon de la racine, elle continue à produire d'autres feuilles? Elle produit, en général, elle reproduit une deuxième fois un chicon de moins bonne qualité, mais elle reproduit à condition de ne pas avoir coupé trop court. Ok. Hein? Parce que si vous coupez trop court et que vous avez coupé le collet, ça ne pousse plus, évidemment. Hein? Ok. Alors, quand on récolte les chicons, on coupe au collet. Donc, la racine meurt après. Okay. Mais quand on coupe à 1 centimètre au-dessus du collet, le chicon repousse. Ok. Bon. Excuse-moi. La barbe de capucine, tu disais. Alors, la barbe de capucin, qui porte son nom, évidemment, en fonction de l'ordre religieux des capucins qui devaient porter une barbe, hein, c'était comme ça leur tenue. Il y a une commune du nord de la France, il s'en est fait la spécialité de la barbe de capucin, où certaines familles la cultivent encore, ça se cultive en cave, évidemment, un peu comme le chicon, si ce n'est que le bourgeonnement, au lieu d'être sous forme d'une espèce de cône aux feuilles bien serrées, et ça donne tout simplement de longues feuilles qui vont jusqu'à 40-50 centimètres et qui s'utilisent un petit peu comme le pissenlit. Et puis, nous avons le pissenlit cultivé.
Et là, j'ai acheté des pissenlits dans un magasin qui vend des produits italiens, du pissenlit italien cultivé. C'est extraordinaire. Ce sont des pissenlits qui font des feuilles de 40-50 centimètres et qui sont extrêmement charnues, extrêmement goûteuses, qui peuvent se cuisiner aussi bien chaud que froid. Mais il faut tomber dessus, comme on dit, et ça, il faut avoir un maraîcher spécialisé en légumes et en fruits italiens pour en trouver. Mais le pissenlit, ça se mangeait d'il y a très longtemps. Je me souviens dans le roman de Victor Hugo, Germinal, quand au plus fort de la grève dans les charbonnages, les femmes de mineurs qui ne gagnaient rien allaient dans les champs récupérer les pissenlits sauvages, les cueillir, puis allaient les vendre chez les bourgeois, enfin aux femmes et ça se mangeait. Et alors, il faut savoir aussi que le pissenlit, moi je parle de mes grands-parents ici, lorsqu'ils repéraient des beaux pissenlits dans leur jardin, parce que c'est vraiment une plante qui pousse un peu n'importe où, ça se dissémine très facilement, eh bien ma grand-mère retournait sur les pissenlits de nouveau des pots à fleurs en terre cuite, de manière à les priver de lumière. Alors le pissenlit se mettait à jaunir puisqu'il était privé de sa photosynthèse, et le pissenlit jauni était bien sûr beaucoup plus tendre et bien meilleur et moins amer que le pissenlit vert. Parce que ça reste quand même un nuisible, c'est une mauvaise herbe, le pissenlit. Ah ben on le considère comme une mauvaise herbe, évidemment. Mais je sais que les lapins aiment beaucoup ça. Les lapins aiment le pissenlit, effectivement. Ouais. Et puis, d'où vient l'expression « manger les pissenlits par la racine » ? Parce qu'à l'époque, on les mangeait par les feuilles. Mais disons que l'expression veut dire qu'on est généralement 6 pieds sous terre et qu'on n'a plus que les racines de pissenlit à manger parce que il n'y a plus grand-chose d'accessible. Mais on mange encore ça, les pissenlits, maintenant ? Bien sûr. Ça se sert au restaurant ? Bien sûr, sous forme sous variété de pissenlits cultivés, évidemment. Et qui sont aussi amers que les sauvages ? Non, qui sont quand même un peu moins amers. Parce que allez goûter seulement des pissenlits qui portent le nom. Oui, mais le vrai pissenlit qu'on n'a pas recouvert pour le faire jaunir, c'est particulièrement amer. C'est pas très bon. Mais c'est bon pour la santé. Mais c'est bon pour la santé. C'est diurétique. Et surtout c'est diurétique. Voilà, d'où son nom. Et alors le nom en anglais c'est dandelion. Oui. Ce qui veut dire dent de lion et non pas pissenlit, bien entendu. C'est parce que ça fait référence à la fleur. Ça fait référence plutôt à la forme des feuilles. Parce que le bout des feuilles est généralement comme une dent. Ah oui, effectivement. En pointe, un petit peu courbée. Ça ressemble un peu à la dent d'un lion. Quand le lion ouvre sa gueule, on voit ses grandes canines comme ça, qui sont pointues et recourbées. Alors, il y a une variété de plantes dont nous n'avons pas encore parlé et qui peuvent entrer donc sans aucun problème dans la composition d'un mesclin. Ce sont les jeunes feuilles ou les jeunes pousses. Donc ça, je vais en parler dans quelques instants. Alors, les jeunes feuilles, qu'est-ce qu'on a? On a des épinards, par exemple. Alors, on trouve plusieurs qualités d'épinards. On les trouve soit en botte, soit, je dirais, frais en vrac, mais on les trouve également en sachet. Et on trouve aussi bien des feuilles qu'on appelle maintenant des feuilles baby, donc des toutes petites feuilles d'épinards qui ont 2-3 centimètres de longueur, que des feuilles un rien plus grandes, qui permettent de cuisiner les épinards chauds sans devoir les faire blanchir. Eh bien, on peut très bien utiliser donc ces feuilles d'épinards jusqu'à une taille sans aucun problème de 4-5 centimètres pour le lobe de la feuille. On peut très très bien les utiliser dans le cadre d'une salade et les mélanger avec d'autres plantes. Alors, il y a également des feuilles de moutarde. Alors, je suis allé sur un marché il y a quelque temps et on vendait comme ça toutes les feuilles séparément. Et je dis, mais tiens, qu'est-ce que c'est ça? Donc la feuille de moutarde, elle est très originale parce qu'elle est noire d'un côté et brun très foncé de l'autre. En tout cas, la variété que j'avais eue sous la vue. Et c'est très, 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 très beau dans une salade d'avoir ces feuilles noires et brunes. Ça a vraiment une grande classe. Je vois que c'est la feuille de moutarde chinoise. Je ne sais pas si elle était chinoise, mais en tout cas, elle était intitulée comme telle. Parce que moi, je suis en train de rechercher, parce que la moitié de ce que tu mentionnes, là, j'en ai jamais entendu parler. Et ah oui. Et est-ce que ça goûte la moutarde? Je n'ai pas trouvé que ça sentait spécialement la moutarde. C'était un petit peu piquant, mais je n'ai pas retrouvé exactement le goût de la moutarde tel qu'on l'a dans les pots. Je vois. Il y a également donc les feuilles de bête, j'en avais déjà parlé, qui se déclinent et qui sont très très belles, qui se déclinent sous toutes les variétés, je dirais du jaune au rouge en passant par l'orangé, et ça va même jusqu'au pourpre. Et alors il y a l'été, en tout cas au printemps, des salades qui ne se cultivent qu'en variété salade à couper. Oui. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ce sont pour moi les meilleures jeunes salades que je connaisse. Bien souvent, ce sont des salades que l'on ne trouve quasiment chez le particulier, très très peu sur les marchés. Pourquoi? Parce qu'il faut les utiliser quasiment, je dirais, non pas à l'instant, mais dans les quelques heures qui suivent leur récolte. Donc ce sont des salades dans son potager, quoi.
Oui, ce sont des salades qui ont été semées. Il y a plusieurs variétés qui sont confondues, donc on trouve un petit peu de tout. Et c'est au moment où elles commencent à pousser et qu'elles ont 7, 8, 9 centimètres qu'on les coupe et on fait plusieurs récoltes. En fait, on les coupe à quelques centimètres, à 2 centimètres au-dessus du niveau du sol et elles vont repousser une deuxième, une troisième fois éventuellement. Et ce sont de très, 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 très bonnes salades. Alors, chose que l'on n'a pas encore évoquée vraiment beaucoup, ce sont les jeunes pousses germées. Alors là, vous avez de tout. Hein. Vous avez, il ne faut pas mettre que ça. Les germes de soja, vous les germes avez de le soja qui est le plus connu, mais vous avez surtout les germes de luzerne, les germes de poireaux qui sont très décoratifs parce qu'ils sont, je dirais, blanc jaunâtre avec un petit peu de vert et puis une petite graine noire au bout. Vous avez les germes de chou rouge et les germes de betterave rouge qui, eux, sont, je dirais, de couleur rubis qui ont un très très bel effet. Vous avez également les germes de pois. Et vous avez également les germes d'asperges qui, eux, forment des petites tigettes de 7-8 centimètres de long et qui sont très, très décoratives. Par exemple, lorsqu'on veut garnir des petites verrines dans lesquelles on a mis certaines choses dedans. C'est des bébés salades, en fait. Ce sont des bébés salades. Alors, les germes d'asperges, c'est très beau parce que vous avez comme ça des petites tigettes dont on ne sait pas, évidemment, ce que c'est au départ. Et alors, je vous ai parlé que vous pouvez mettre dans vos salades également, là, de quelque chose qui n'est pas du tout une salade, mais qui sont les enoki. Alors les enoki, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces fameux champignons, je dirais asiatiques, généralement coréens, que l'on trouve sous forme de bottes et qui forment des aiguilles avec des petites boules au-dessus. Alors je les utilise très 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 souvent maintenant, crus dans des plats en garniture. Il suffit simplement de les prendre. Le passage à l'eau n'est nécessaire que si on a un doute sur leur propreté. Alors, il faut faire attention parce qu'on les fait pousser dans un terrain un peu calcaire, donc on ne met pas tout le champignon. On le tient par, je dirais, la racine, hein, et on tient la botte, je dirais, par la main gauche avec des ciseaux. On coupe à 2 ou 3 centimètres de hauteur et on a comme ça toute une série de petites tigettes, je dirais, blanches, qui peuvent se consommer crues. Le gros avantage de l'enoki, c'est qu'il se conserve pas mal quelques jours chez soi. Et en plus, il va donner du volume à votre salade. Il va surtout amener des fibres alimentaires. Et ça, des fibres alimentaires, tout le monde est d'accord de dire qu'on n'en consomme pas suffisamment. Oui. Donc, vous avez vraiment là, ici, de quoi faire une belle salade en respectant le grand principe qui est le suivant. Varier les couleurs, essayer d'avoir un représentant dans chacune des couleurs que je viens d'expliquer, avoir des formes différentes et surtout avoir des goûts différents. Donc, par exemple, ne pas mettre que des salades qui sont poivrées ou qui sont piquantes, ne pas mettre que des salades qui soient trop douces et ne pas mettre non plus que des salades qui seraient évidemment trop amères. Alors, j'ai l'impression d'avoir oublié quelqu'un et c'est le chou. Parce que le chou, évidemment, ce n'est pas vraiment une salade, mais ça peut entrer très très bien dans la composition des salades. Alors, vous avez plusieurs variétés de choux. Vous avez le chou rouge, par exemple. Oui. Alors, le chou rouge, lui, autre gros avantage, c'est qu'il peut également se découper et s'utiliser feuille par feuille. On n'est pas obligé, ce serait vraiment la plus grosse erreur, c'est de couper le chou en deux puis commencer à l'émincer. Non, pas du tout. Vous prenez les feuilles extérieures, vous en prenez une, vous en prenez deux, vous en prenez trois, vous enlevez, bon, bien sûr, vous les lavez, vous enlevez la nervure centrale, parce qu'elle est quand même un petit peu plus costaude, et puis vous faites une fine julienne avec la feuille de chou que vous avez émincée, et vous allez avoir quelque chose. Si vous n'avez pas, par exemple, de radicchio ou de chicon rouge, vous mettez un petit peu de ces lanières, de ces fines juliennes de feuilles de chou rouge dans votre salade, et vous allez donner comme ça de la couleur et du volume. Alors, un frère asiatique du chou rouge de chez nous, c'est évidemment le chou chinois. Alors, il y a deux sortes de choux chinois. Vous avez le chou chinois proprement dit et le chou de Pékin. Alors, il paraîtrait que ce que nous appelons le chou chinois, ce sera en réalité le chou de Pékin. Bon, on confond le chou chinois et le chou de Pékin. Alors, ce qu'on appelle généralement le chou chinois, en réalité, ce serait le chou de Pékin d'un point de vue appellation réelle. Donc, vous allez voir sur Internet, vous verrez ce qu'on veut dire. C'est une espèce de gros pain de sucre blanc, blanc crème, blanc parfois un petit peu verdâtre. Le gros avantage de ce chou chinois, c'est qu'il a une feuille qui est très très résistante, qui est très croquante, et de nouveau vous pouvez l'utiliser en prenant les feuilles extérieures au fur et à mesure en allant vers l'intérieur du chou. Vous n'êtes pas obligé de couper le chou en commençant par le dessus, et de nouveau c'est un chou qu'on n'est pas obligé d'émincer, on peut très bien le couper avec je dirais un effet de longueur dans la découpe de la feuille. Il va donner du croquant, il va donner du volume. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'a pas un goût extraordinairement prononcé. C'est un chou qui est un peu fade, c'est une feuille qui est un peu fade, mais qui peut très bien remplacer, par exemple, le chicon en amenant la couleur blanche. Ok.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces feuilles quand on les a? Il y en a une que tu as oubliée. Allez, peut-être. Je l'ai vue sur une chaîne YouTube d'un gars qui... Bon, je n'ai pas parlé de la laitue, évidemment, parce que je trouve ça c'est banal. Hein. C'est trop banal, c'est ça? Oui, voilà. C'était sur une chaîne YouTube de jardinier. C'est un gars qui fait des vidéos et qui se balade pieds nus dans son jardin. Enfin, vraiment un gros baba cool qui aime la nature et qui racontait qu'il faisait des salades avec des jeunes feuilles de tilleul. Alors, évidemment, il y a toutes ces feuilles-là. Il y a des feuilles d'arbres qu'on peut utiliser. Je vais aller prochainement faire une balade gastronomique à la récolte des plantes sauvages comestibles, donc j'en apprendrai certainement un petit peu plus. Effectivement, il y a des feuilles d'arbres qui peuvent se consommer en salade. Et j'en avais même encore une autre en tête que la feuille de tilleul, et j'ai oublié laquelle c'est. Mais c'est vrai que ça existe. Par contre, il y a une feuille que nous n'avons pas citée qu'il ne faut certainement pas utiliser en salade, c'est la feuille d'ortie, bien entendu. Ah oui? Pourtant, on fait du potage avec les feuilles d'ortie. Ah oui, mais seulement quand on fait du potage, la feuille est cuite et alors les petites aiguilles qui généralement se cassent et qui nous donnent le poison urticant ont été brisées par la cuisson et n'existent plus. Par contre, prendre une véritable feuille d'ortie piquante et la mettre en bouche, ce n'est évidemment pas conseillé. Non. C'est pas une bonne idée. Alors, il y a toute une série de plantes dont je n'ai pas parlé. Hein. Vous avez par exemple la myrtécie maritime, qui est cette fameuse feuille au goût d'huître, bon, qui peut très bien entrer dans la composition de salade. Oui, j'ai commandé des graines, je vais en planter cette année. Ah, voilà, ça c'est magnifique. Tu viendras goûter? Je viendrai goûter, ou bien tu m'en enverras. Donc il y a cette plante-là. Et alors il y a toute une série d'autres feuilles comme ça. Il y a même une plante qui ressemble vraiment à une feuille d'ortie et qui se décline un petit peu avec des nuances d'arc-en-ciel, qui est très jolie. C'est pas on dirait vraiment une feuille d'ortie. Non, ça ne se fume pas. C'est pas un truc qui se fume. Quand on va dans des magasins spécialisés, bon, comme j'en connais certains, nous sommes déjà allés ensemble une fois, hein. Oui. Il y a toute une série comme ça de plantes et de feuilles qui se vendent dans des petites barquettes en plastique. Super avec cher, des noms super chers et des noms plus extraordinaires les uns que les autres. Mais ça, c'est tellement particulier à la restauration professionnelle que je n'en parle pas, parce que si je vous dis voilà, vous pouvez trouver cette plante là ou cette plante là ou cette plante là, nos auditeurs ne sauront pas l'acheter. Donc ça ne sert à rien. Je me suis concentré ici sur les plantes les plus usuelles que nous pouvions rencontrer, je dirais sans trop de difficultés. Et je suis même certain que malheureusement pour nos auditeurs qui nous écoutent aux États-Unis ou en Australie, ce ne sera pas évident pour eux de trouver toutes les salades dont je viens de parler, évidemment. Oui. Ok. Alors maintenant, la bonne question c'est, donc, on a dit, voilà, ce qu'il fallait comme type de feuille, qu'est-ce qu'on fait? Bon, lorsqu'on a fait son choix, qu'on a ces 5-6 feuilles de couleurs, de formes, de goûts différents, comment les assaisonne-t-on? Moi, je privilégie quand même vraiment l'assaisonnement minute, avec tout simplement une huile, un vinaigre, du sel et du poivre. Ça, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus. Basique. La vinaigrette basique, mais qu'on ne réalise pas indépendamment. La vinaigrette qu'on fait en direct sur la feuille. Donc, vous mettez votre mesclin ou votre assortiment de salade dans un grand bol, dans un grand saladier, de préférence dans un récipient où vous allez pouvoir les mélanger. Alors, pendant des années. Fâcher la salade. Oui, mais j'ai mélangé la salade à la main. Alors. Avec tes doigts? Avec les doigts, oui. Ah. Et à l'époque, ça se faisait sans gants, évidemment, avec des mains propres, hein. Oui. On met sur la salade les tours. D'abord, on commence par le sel. Ensuite, on ajoute le poivre au moulin. Ensuite, on ajoute, et ça se faisait à l'œil, c'était uniquement de l'huile d'olive, qui était de l'huile d'olive française. Et puis après, c'était du véritable beau vinaigre de Xérès, bien sûr, espagnol, comme vous pouvez vous imaginer. On mélange en secouant la salade délicatement. On peut le faire soit en faisant tout simplement voyager la salade dans le bol et en la secouant, hein, je dirais sans la toucher, mais le meilleur assaisonnement, il se fait à la main. Bien sûr, maintenant, je conseille de mettre des gants de type gants de chirurgien pour le faire, hein. Ça permet de garder des mains propres et de se mettre en sécurité par rapport à d'éventuelles contaminations. Mais pourquoi est-ce que le fait de mélanger à la main est le meilleur? Parce que vous sentez la salade, parce que vous vous rendez compte quand elle est assaisonnée de partout. Hein. Ah, voilà. Elle doit être simplement enrobée d'un fin film de vinaigre, d'un fin film d'huile. Il ne faut pas en mettre trop, il ne faut jamais qu'il y ait de la vinaigrette qui décante dans le fond de votre ustensile. Ça voudrait dire qu'elle est trop assaisonnée. Et quand on mange une salade qui est trop assaisonnée, qu'est-ce qui se passe? On a la bouche pâteuse, on a la bouche grasse. Ça ne doit pas arriver. Si vous avez l'impression que vous avez les lèvres qui sont grasses, c'est que vous avez mis trop d'huile. Alors, autre petit truc,
pour les régions un petit peu plus nordiques que ce qui se trouve au sud de la vallée de la Loire, utiliser de l'huile d'olive et uniquement de l'huile d'olive est parfois un petit peu dure. Surtout si c'est une huile d'olive qui est très typée, qui est elle-même très amère. Donc, moi, je conseille, si on ne supporte pas trop l'huile d'olive, c'est d'en mettre un tiers et de compléter par une autre huile, par exemple une huile de tournesol, une huile d'arachide, une huile de soja, une huile donc qui est neutre de goût. Même chose pour les huiles de noix, les huiles de noisettes. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir manger une salade entièrement assaisonnée avec une huile de noix, par exemple. Donc, même chose. L'huile d'avocat? L'huile d'avocat n'a pas beaucoup de goût. J'ai déjà testé. L'huile de pistache non plus. L'huile de pistache, mon Dieu, on pense qu'on va trouver le goût de la pistache. Non, elle est vaguement verte. Il y a une huile que nous avons déjà dégustée ensemble et que j'aime beaucoup, c'est l'huile de chanvre. Ah oui. Alors, l'huile de chanvre, elle n'a aucun pouvoir, je dirais, associé au chanvre? Associé au chanvre, pas du tout. Mais je rappelle que c'est la meilleure huile pour l'être humain, c'est l'huile de chanvre. Pourquoi? Parce que c'est celle qui contient les meilleures et les bonnes proportions des différents acides gras. Il y a que des bonnes choses là-dedans. Il y a que des bonnes choses dedans. Et alors, j'ai entendu ici à la radio, il y a 2 jours, parler d'une huile extraordinaire. Je ne l'ai jamais testée. C'est l'huile de sonderie. Alors, il paraît que cette huile-là est une des meilleures huiles pour l'alimentation humaine également. L'huile de sonderie. Et alors, suite... Ça. Oui. Il y a de l'huile là-dedans? Oui. Et alors, suite à l'émission qui avait déjà eu lieu, donc c'était sur une des chaînes de la RTB, et qui avait eu lieu aussi quelques mois plus tôt, il y a eu dévalisation des magasins bio et compagnie, et on n'a plus trouvé, tellement la demande était forte, on n'a plus trouvé pendant des semaines de l'huile de sonderie. Et le gros avantage de cette huile-là, c'est qu'elle fait baisser le taux de sucre, elle fait baisser la glycémie dans le sang. Ah, c'est de l'huile pour diabétique. C'est pas pour diabétique. Je dirais que c'est de l'huile. C'est de l'huile qui est bénéfique aux diabétiques, mais que tout le monde peut utiliser, bien entendu. Bien sûr. Oui. De l'huile de sonderie. Alors, je ne demande qu'à lors d'une de mes prochaines expéditions punitives dans ce genre de magasin, je ne demande qu'à trouver une bouteille d'huile de sonderie pour voir, et j'en parlerai quand je l'aurai testé. Bon, j'imagine qu'à ce moment-ci, l'auditeur qui est là à nous écouter comprend à quel point même juste partager une salade avec Guy quand c'est lui qui l'a préparée, c'est une expérience extraordinaire. Est-ce que vous savez qu'au 19e siècle, il y avait un bonhomme à Paris? Oui, tu en as déjà parlé. Qui était réputé, oui, mais j'en ai parlé dans d'autres émissions que nos auditeurs n'ont peut-être pas écouté. Oui. Donc, je vais en parler parce que ça tombe particulièrement bien. Oui. La salade dans les menus anciennement était un plat incontournable. Oui. C'était un plat qui était dégusté après le plat principal. Il y avait une salade. Et il y avait un bonhomme comme ça qui se rendait de maison en maison. Je suppose que le téléphone n'existait pas, ou alors on était vraiment au début, mais je pense que c'était au 19e siècle, donc le téléphone n'existait pas. Il avait un carnet d'adresses et il se rendait de maison bourgeoise en maison bourgeoise toute la soirée avec son petit porte-huile et vinaigre, sa petite valise. C'était en fait une espèce de petit meuble, je dirais, avec des compartiments apparemment. Il y avait des épices, il y avait ses bouteilles d'huile, et il y avait ses bouteilles de vinaigre. Et alors, il réalisait à la demande l'assaisonnement des salades pour la tablée, pour la réunion. Et il paraît qu'il était extrêmement couru, extrêmement demandé. Et il ne vivait que de ça. Donc, il passait en tout cas son temps à se rendre comme ça de maison en maison avec un carnet d'adresses. Et au moment de la soirée, il assaisonnait les salades et puis il disparaissait. Il allait dans un autre endroit. C'était le salbé de la vinaigrette alors. Exactement, voilà. Oui. Si c'est un business comme un autre, si les gars en vivaient, tout à fait. Il y avait des gens qui se ruaient à sa porte pour le commander, mais tant mieux pour lui. Et alors, ce qu'on n'a pas encore expliqué, ce que je n'ai pas encore expliqué, c'est le complément de la salade. Parce que le complément de la salade, qu'est-ce que c'est? Ce sont les herbes aromatiques. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, vous avez... j'imagine. On peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre évidemment du persil, ça c'est le plus banal. On peut mettre du cerfeuil, on peut mettre de l'estragon, on peut mettre du basilic, on peut mettre évidemment de la ciboulette, on peut mettre des jeunes oignons finement ciselés. Donc tout ça est à mettre un petit peu en fonction du caractère et de la typicité qu'on veut donner à sa salade. On peut mettre également, voire même à l'inclure dans la salade elle-même, ce sont des feuilles de coriandre. Alors la coriandre n'est pas toujours appréciée par tout le monde, mais je me rappelle d'un restaurant étoilé de Paris qui se trouve place d'Anvers à Paris, et j'avais un jour commandé là-bas une salade qui accompagnait une tarte chaude aux aubergines, si mes souvenirs sont bons. Et à un moment donné, en prenant la salade, je discutais avec mes voisins de table, une explosion dans ma bouche. On avait glissé dans la salade une simple feuille de coriandre.
Et j'en ai parlé avec le chef à l'époque parce que j'étais visiter la cuisine et je dis bon, la salade, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je dis, et puis tout d'un coup, il y a eu l'éclat d'une feuille de coriandre, on ne s'y attend pas. Et il m'a dit, non, c'est pas un hasard du tout. Nous mettons volontairement 2-3 petits brins de coriandre et qui se mangent en une seule prise, au milieu de la salade, cachés, dissimulés, on ne s'y attend pas, on ne les voit pas. Et quand on croque dedans, eh bien, on a ce goût de coriandre qui explose dans la bouche et qui fait un effet de surprise, voilà. Donc, comme quoi, quand même, avec une simple salade, il y a moyen à faire vraiment des choses intéressantes, des choses originales. Ok. Donc voilà, ça c'est un épisode de base qui va nous permettre, j'imagine, de commencer à décliner des recettes. Tu as quelques recettes de salade à nous soumettre? Eh bien, ce sera le cas pendant la fin du printemps et l'été, et nous reparlerons des salades, puisque maintenant vous aurez eu la base, vous savez comment réaliser votre base de salade en fonction des couleurs, des formes et des goûts, et puis nous aurons quelques recettes de salade qui suivront. Bon, on avait déjà défloré le sujet en parlant de la cuisine en extérieur et barbecue l'été dernier. Donc on va continuer sur la lancée, mais j'imagine que Guy, il a de quoi en parler encore pendant des heures. Oh, pas que de la salade, on parlera d'autre chose. Bref. On va peut-être un petit peu quitter cette ambiance barbecue cette année-ci, puisqu'on l'a abordé largement l'année dernière. Oui. Oui. Et on parlera de préparation, disons, de préparation de printemps et de préparation d'été, en essayant de se renouveler, puisqu'on va être maintenant bientôt à 105 épisodes, donc on va devoir trouver autre chose. Oui, donc au moment où ceci va être diffusé, ça va être la saison. Généralement, le début du printemps, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire ses semis. Et donc cette année, j'ai commandé des graines un peu partout. Moi, j'achète des choses bizarres et je sais pas. Et parfois, j'ai des lubies. Je vais sur un marchand de graines en ligne et puis je vois des graines un peu particulières. J'ai envie d'acheter pour essayer l'an prochain. Donc là, j'en ai quelques-unes qui sont arrivées durant l'hiver et puis on va essayer de faire ça pour aller replanter dans son jardin. dont il y a notamment la myrtille maritime et puis un pesticide naturel, la nicotine. J'imagine que ça se mange pas, ça, Guy. Ah, je n'en sais rien. Je sais pas. Je n'en sais rien. En tout cas, il paraît que ça chasse toutes les vilaines bestioles qui viennent embêter et manger tes trucs. J'ai encore de l'ail que j'avais planté il y a 2 ans, qui est toujours en train de pousser. Là maintenant, tu sais que j'avais planté les bulbes qui apparaissent dans la fleur de l'ail. Pour voir ce que ça donnait. J'ai planté ça dans une jardinière qui me servait à rien. Et ils ont tous commencé à pousser. Et là, c'est la 2e année, donc ça va commencer à produire des gousses. C'est assez intéressant. Bon. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un grand jardin. Celui qui a, enfin, je dis celui ou celle qui a un balcon avec quelques jardinières peut déjà essayer de jouer, ne serait-ce qu'avoir un petit peu d'herbe, avoir une ciboulette, avoir un peu de persil, avoir, je dirais, quelques radis. Traditionnel aromatique, oui. Et quelques avoir radis, oui. un peu de thym. Avoir sur son balcon un pot avec du laurier qui pousse. Ne serait-ce que pour pouvoir comme ça se dépanner, ne pas devoir courir chaque fois au magasin qu'on a besoin de quelque chose. Et alors une autre plante qui est très intéressante d'avoir comme ça dans un pot, c'est un céleri perpétuel. Ah oui? Fais ça comment? Un céleri perpétuel, ça vous permet d'aller couper des branches, au fur et à mesure des besoins, une branche de temps en temps. Quand on doit faire une casserole de moule, il faut du céleri. Bon, si vous devez acheter un pied de céleri complet, un pied de céleri blanc complet, et que vous n'utilisez que 2 branches, le reste généralement tourne en misère et vous devez le jeter. Si vous avez un pied de céleri perpétuel, vous allez simplement chercher 2 branchettes de céleri perpétuel, vous les émincez en même temps que vos oignons, et vous avez le même résultat que si vous aviez du céleri blanc. Et en plus, c'est produit maison. C'est produit maison, ça ne coûte rien une fois qu'on a la plante, et je dirais qu'on peut les couper dedans au fur et à mesure qu'on en a besoin, tout simplement. Vous devez faire un potage qui doit être relevé avec un petit peu de céleri. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un céleri entier. On va prendre le cas d'un potage au cresson ou au cerfeuil. On doit mettre un tout petit peu de céleri pour le booster, pour donner un petit peu de peps. Là, vous allez chercher 2 branchettes de céleri perpétuel, vous les mettez dans votre potage et l'affaire est entendue. Et non, mais parfois, il faut même pas acheter de semences parce que je suis un jour tombé sur un tuto sur YouTube. Tu sais, YouTube te propose toujours des vidéos en relation avec ce que tu as vu l'avant. Et puis quand tu regardes un peu, allez voir seulement les trucs de jardinage. Et je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui récupérait les trognons et les parures pour les replanter. Par exemple, un cœur de laitue. La racine, etc. Il mettait ça sur du coton imbibé d'eau et puis ça recommençait à faire des racines. T'as pareil sur, par exemple, une pomme de terre qui a commencé à germer, mais tu coupes juste le petit morceau qui est germé, tu plantes ça et apparemment ça repousse.
comme les blancs de poireaux là, que tu as coupés, là, juste la racine. Et apparemment, il s'amusait à faire repousser des Des produits plantes qu'il avait déjà mangé, en fait. Voilà, il l'achète comme ça, et puis hop, tu récupères la racine. Et tu récupères la racine, donc normalement tu jettes ça. Et lui faisait repousser ça. Bon, c'est un peu se donner du mal pour rien, parce que parfois ça coûte pas cher au magasin, mais c'est pour l'originalité. Et puis bon, moi j'ai des enfants maintenant qui sont en âge de découvrir ça. Donc c'est le genre d'expérience que je fais avec eux pour leur montrer un peu comment ça marche la vie, tu vois. Et bon, faut quand même leur expliquer qu'on ne se reproduit pas avec des racines qu'on met en terre, mais enfin bon. Non, mais ça j'y arrive. Mon fils a 7 ans, donc je pense que la question va devoir se poser bientôt. On va se poser bientôt. Oui. On va commencer par les papillons et puis après ce sera les abeilles. Mais on a déjà commencé, je dois dire, parce que cette année, je me suis offert à mes enfants un aquarium. Ça fait longtemps que je rêvais de nouveau avoir un aquarium. Quand j'étais petit, j'avais un aquarium, un poisson rouge, et puis je voulais faire ça un peu plus sérieusement. Donc, et comme ils n'ont pas d'animaux de compagnie, qu'apparemment dans ce pays-ci, beaucoup de gens sont là, les enfants doivent avoir un animal de compagnie. Alors c'est soit un chat, soit un chien, mais mes enfants sont terrorisés par même l'approche d'un animal de compagnie. Donc on a pris des poissons. On a pris un aquarium, on a été au supermarché. Enfin, c'est une espèce de magasin spécialisé qui est une chaîne. Et donc on a acheté des 4 d'agneaux et 2 platis qu'on a mis dans un grand aquarium de 25 litres. Et ça fait 6 semaines là maintenant qu'on les a. Et on a vu apparaître un alevin. Ils ont fait des bébés. Et c'est assez impressionnant parce que normalement ces poissons ne se reproduisent pas quand ils sont ensemble, pas quand ils sont en aquarium, ou alors si la femelle commence, parce qu'il y a une femelle de chaque, et le reste c'est des mâles. Mais si la femelle commence à pondre, en fait les autres mangent leurs œufs. Donc ce poisson est tellement, je sais pas où est l'instinct maternel. Bon, j'essaie d'essayer de faire comprendre à ma fille que la maman poisson essaye de manger son petit, et le petit alevin là, en fait il se cache dans une fausse plante. Qu'on a comme décoration. Et alors dès qu'il y a un petit peu à manger qui tombe, il sort et il va manger. C'est comme ça qu'elle l'a vu. Ah, il y a un bébé poisson. C'est un grand événement, quoi. Et donc ça permet d'un peu, de leur expliquer qu'effectivement il y a des papas et des mamans, il y a des œufs. Et puis c'est comme ça que ça se reproduit, quoi. Donc voilà, ils ont assisté quasiment en direct à la naissance d'un petit poisson. Ça nous éloigne évidemment un petit peu de nos salades, mais pourquoi pas expliquer les choses de la vie aux enfants, c'est clair que c'est une nécessité. Bref, voilà. Donc moi, je n'aurai jamais une occasion de faire entrer un petit peu d'éducation naturelle dans ce que je ne compte pas trop sur l'école pour le faire, et je ne peux le faire comme le mieux par moi-même. La prochaine étape, ce sera probablement d'aller louer une parcelle dans le potager communal pour aller commencer à faire pousser moi-même les légumes et montrer à mes enfants comment ça marche, parce que je remarque avec effroi que de plus en plus de jeunes ne savent même pas comment les choses poussent. Toi qui es un fils de la terre, un fils de cultivateur, tu sais comment tout se passe. Il est évident qu'à l'âge de 3 ans, je voyais déjà des animaux à l'œuvre, donc voilà. Sans trop comprendre les mécanismes internes, on se rendait compte que les petits veaux ne venaient pas avec une cigogne non plus. Hein. Bon, voilà. Oui, voilà, mais bon. Puis quand on a 5 ans, les parents, tout d'un coup, vous interdisent de regarder ce genre de choses parce qu'ils pensent qu'à 3 ans, vous n'aviez pas compris ce qui se passait. Non, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment suspicieux, et j'avais des fessées parce que j'osais regarder des choses qui n'étaient pas de mon âge à l'âge de 5 ans, alors que je les avais vues à l'âge de 3 ans et je m'en rappelais très bien. Comme quoi que les parents... Tu te rappelles encore? Bien sûr. Ah, ok. Bon. Voilà. Bon, et si nous saluions nos auditeurs, ce serait pas une bonne idée. On va laisser les gens tranquilles, parce que tu avais dit qu'on n'allait pas faire un épisode long, mais ça fait quand même un petit peu plus longtemps que prévu. C'est toujours un plaisir de passer ce moment avec toi, Guy, et j'espère que vous partagez ce plaisir, vous aussi. Merci pour le temps que vous avez passé à nous écouter. J'espère que ça vous plaît. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous la poser. questions@parlercuisine.com. Je lis ces adresses, les questions qui nous sont posées. Je les envoie à Guy et on en discute. Et puis s'il y a matière à faire un épisode ou s'il y a une réponse à apporter, on vous l'apportera de toute façon. Bon, ça se peut que j'en ai oublié un d'il y a longtemps, mais sinon, normalement, on répond à tout. Sinon, on est sur Instagram, où vous pouvez aller voir d'ailleurs une poêlée de morilles que j'avais faite. On est sur Twitter,
Je vous ai parlé il y a quelques épisodes de quelques comptes qu'on suit et qui sont très intéressants sur Twitter. Il y a des belles choses. Et puis on est sur Facebook. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a la page Facebook, il y a le groupe Facebook sur lequel vous pouvez commencer à discuter. Et puis Marc Parler Cuisine, j'ai créé un profil public, ce qui me permet... Parce qu'il y a des gens qui essaient de devenir amis avec moi et moi, ça m'embête un petit peu de mélanger ça avec mon profil de vie privée. Donc j'ai créé un profil public. Si vous voulez devenir mon ami, allez-y seulement. Sinon, vous pouvez aussi poser la question à travers la page Facebook, le compte Twitter. Et puis, si vous voulez un accès privé particulier avec Guy, qui est prêt à travailler avec vous de manière plus confidentielle et plus intime, eh bien, il y a une option qui existe sur la page Tipeee. Alors, la page Tipeee, ça sert à plusieurs choses. À nous soutenir, c'est-à-dire à nous donner des thunes, parce que ce podcast, il n'est pas gratuit. Parce qu'en plus du temps qu'on passe, on a des gens derrière qui font le montage, on a des gens on a l'hébergement, on a des frais derrière. Donc il y a déjà 9 personnes qui nous soutiennent à l'heure où j'enregistre. D'ailleurs, je tiens à les remercier. Il y a Antoine, il y a Michel, il y a Claude, il y a Yann, il y a Laurence, il y a Jessica, Marivonne, Yasmina, Marie. Et on a aussi un compte Patreon d'ailleurs. Il y a François-Xavier qui est là. Donc si vous voulez payer en dollars en Patreon, ça marche aussi. Mais sur le compte Tipeee, en fait, sur la page Tipeee, maintenant, il y a moyen même de nous soutenir sans nous donner d'argent. C'était un nouveau truc que Tipeee a lancé. Sur la colonne de droite, là, il y a une version bêta. C'est toujours en version bêta. Il y a moyen de regarder une vidéo. En fait, il passe des vidéos de créateurs d'autres pages Tipeee. Et on touche, je crois, c'est 6 centimes par personne qui voit la vidéo. Et vous êtes limité à 24 visionnages par mois. Donc, il y a moyen de nous rapporter un petit peu plus d'€1 en allant tous les jours regarder la vidéo pendant au moins 3 semaines. Ouais. Voilà, c'est une autre façon. Il y a d'autres moyens de nous soutenir sans bourse déliée, par exemple, sur notre site. J'ai mis des liens vers des newsletters que vous pouvez vous abonner, genre vente privée, etc. Et puis ça peut être intéressant. Si vous n'êtes pas encore abonné, il suffit juste de donner votre adresse email et nous, on touche des petits sous-sous derrière. Donc voilà. C'est pas que je veux avoir l'air de mendier des sous, mais nous sommes une production indépendante qui ne dépend d'aucune maison de production, qui n'a de compte à rendre à personne, et on est toujours là. Et nous ne sommes inféodés à aucune marque, ni de casserole, ni de produits de base, ni de magasin, ni quoi que ce soit. Et nous ne touchons d'aucune subvention non plus. Quand on cite, je dirais, un produit, ben on le fait sans toucher de royalties, oui. Je dirais, en fonction de ça. Pour le moment, en effet. Et donc voilà, voilà ce que je voulais terminer, c'est que sur la page Tipeee, il y a des options nettement plus coûteuses qu'un simple abonnement annuel qui vous permettent, si vous voulez travailler de manière plus confidentielle avec Guy sur des projets particuliers. Ça peut être un restaurant, tout simplement une carte que vous voulez corriger, des menus que vous voulez corriger, ou tout simplement nous inviter. Ça va bientôt être l'été. Si vous voulez nous inviter dans votre restaurant, et on va vous dire tout ce qui ne va pas. Ça, c'est quelque chose que Guy a l'œil. Moi aussi d'ailleurs. On travaille bien là-dessus. On l'a déjà fait. Bon, généralement c'est pour des amis, mais si vous êtes au courant de quelqu'un à qui ça peut profiter, mais n'hésitez pas. Nous ne sommes pas juste cachés dans notre garage ou dans nos salons à enregistrer des podcasts pour nous gargariser de notre connaissance. C'est un plaisir de la partager. Et puis s'il y a des personnes qui en veulent encore davantage, la porte est là, l'option existe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour tout et à bientôt. Merci pour tout et à bientôt. Au revoir.